amis, au masculin comme au féminin, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce soir dans une aussi grande assemblée. Jamais nous n'aurions compté un aussi grand nombre de personnes et vous avez eu raison vraiment de venir ce soir écouter Frédéric Benoît. Alors quelques mots de présentation rapide, il y en a pour 4 minutes 30. Alors, vous toutes et vous tous, vous vous souvenez sans doute de ces paroles papales en date du 1er mai 89 qui sont devenues très célèbres. Citation: « Reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière. Soleil il lève, soleil il dort, la lune il lève, la lune il dort. » Ils ont dit, et là, Frédéric Benoît, la lumière est éteinte depuis. Alors vous avez compris la petite pointe d'humour naturellement liée aux non-neutralités. La lumière dont il va éclairer le thème de ce soir va assurément donner sens à la vie. Et demain, ainsi éclairé, les questions existentielles, pourquoi suis-je né, la vie vaut-elle d'être vécue, etc., etc. Toutes ces questions, à partir de ce soir, prendront sens. Il m'a mis une pression derrière. J'ai l'impression d'être un gourou, délivrer des messages dans ces... Alors, après avoir écouté Frédéric, ceux et celles qui ont lu ou liront en plus La Consolation de l'Ange comprendront dans ce dialogue d'un adolescent suicidaire avec Blanche, une dame âgée qui va mourir, comment la vie peut prendre sens. Oui, vraiment, Frédéric, par votre écriture et votre parole, vous êtes un éclaireur. Toute votre vie et toute la longue liste des ouvrages de spiritualité que vous avez écrits en sont un témoignage manifeste. Notre première rencontre date du Salon du Livre à Paris au printemps 2016. Longue file d'attente, bien sûr, et mon tour est venu. J'avais son livre, La puissance de la joie, bien serré sur mon cœur. À peine avais-je évoqué notre île de la Réunion que vous m'avez emmené, Frédéric, de votre côté sur la grande île de Madagascar. Pourquoi? Parce qu'il y est né d'un père mythomane. C'est fou d'ailleurs comme ce rapprochement insulaire a établi entre nous ce que nous appellerions un chemin de lumière. La suite du chemin s'est accomplie avec votre venue pour une belle série de 3 conférences les derniers jours d'octobre 2018. Et puis, Olivier Barbarou a pris la relève. Olivier, c'est le rameau de Frédéric, la sève qui coule dans nos branches écolières. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, sève, c'est-à-dire savoir-être et vivre ensemble, il suffit de regarder le kakémono juste à côté, c'est la fondation de Frédéric. Sa mission principale est de former des animatrices et des animateurs d'ateliers de philosophie pour aller dans les écoles développer l'esprit philosophique. Mais je ne m'y attarde pas parce que les représentantes de Sèvres, que vous pouvez voir ici et qui vous ont accueillis, sont là aussi pour vous éclairer à ce sujet, car elles concourent aussi à la réussite de cette soirée. En mai 2017, cette fois, vous avez, Frédéric, créé l'association Ensemble pour les animaux, qui vise à réfléchir sur la relation entre l'homme et l'animal, parce que votre souhait de contribuer à l'avènement d'un monde meilleur ne peut se concevoir en excluant les animaux de ce monde plus respectueux et plus fraternel auquel nous aspirons. Ce sont vos propres paroles. Bien penser et bien agir en tout domaine. Là est votre force et votre vertu. Pour soutenir, et nous y reviendrons tout à l'heure, déjà, Patricia a fait passer un petit sac, on en reparlera tout à l'heure pour soutenir les actions de Frédéric. De notre côté, il faut mieux être ensemble pour mener de grands projets et pour promouvoir la pensée et les connaissances. Vous voyez sur le kakémono des amis d'université, pimenter votre savoir. Voilà.
C'est un beau slogan, je trouve. Alors les amis de l'université ont partagé cette joie de vous recevoir, Frédéric, avec l'université elle-même, qui nous offre de vous accueillir dans ce grand amphithéâtre. Mais par-dessus tout, nous devons la venue de Frédéric à cette année, à l'invitation qu'a faite la médiathèque de Saint-Pierre pour le 20e anniversaire du festival Athéna. Donc merci aussi à la mairie de Saint-Pierre qui depuis 30 années nous aide et nous suit. Et je voudrais dire enfin que la présence de Frédéric accroche au 30e anniversaire des Amis de l'Université un véritable diamant. Cette conférence sera, tenez-vous bien, la 936e depuis la fondation des Amis de l'Université en 1993, avec l'aval de Patrick Hervé, qui était alors président de l'université. Voilà. Inutile de prolonger le propos, car tout votre auditoire, Frédéric, est dans une posture d'attente, brûlant du désir de vous écouter. Il fait chaud en plus, hein. Et le désir, vous savez ce qu'il en est, pour avoir écrit l'ouvrage, le désir, une philosophie, vivre aux éclats. Alors je vous cite en 2 phrases, et vous avez la parole tout de suite après. Désirer vivre, ce n'est pas simplement être en vie, c'est cultiver la puissance du désir qui est le moteur de nos existences. Alors Frédéric, moteur. La vie a-t-elle un sens? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Yves et merci aux amis de l'université pour toute l'organisation de cette conférence. Comment il est? J'adore cette phrase. Je suis heureux de voir que la philosophie fait recette à La Réunion. Et de voir un amphi plein pour une conférence de philo, ça me réjouit le cœur. Et on aborde une question. Alors déjà, il faut que je vous prévienne de l'état dans lequel je suis. Je viens de faire 2 jours à ma fac de randonnée. Je suis cuit. Je rêvais de faire ça. J'avais survolé en avion il y a 5 ans. J'ai dit je vais aller là, je vais randonner. Mais je ne pensais pas que ça montait, que ça descendait le temps. Et puis moi qui randonne pas mal, randonner avec des marches qui sont hautes comme ça, c'est pas pareil, hein, que les petits sentiers des Alpes qui... Bon. Donc je suis cuit, là je suis avec un groupe de lecteurs à Saint-Gilles et j'ai fait tout à l'heure une conférence de 2 heures. J'étais déjà cuit, alors là je suis recuit. Ce qui fait que si je dis n'importe quoi, ou si je cherche mes mots, je ne sais plus où, vous me pardonnerez. Voilà. Biscuit. Le biscuit c'est quoi? 2 fois cuit. 2 fois cuit. Je n'avais pas fait venir, vous voyez, donc elle est là-dessus. On va aborder ensemble une question, la vie a-t-elle un sens? Qui est une question qui n'a pas tellement la cote chez les philosophes contemporains. Parce que c'est une question métaphysique. Et on pourrait dire que c'est une question d'enfant. Et Kant disait avec une certaine ironie, la métaphysique, ce sont des adultes qui cherchent à répondre à des questions d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Ce sont des questions sur lesquelles il est quasiment impossible de répondre d'un point de vue strictement rationnel, même si on peut essayer, comme le faisaient les philosophes de l'Antiquité, d'apporter tout un certain nombre de pistes qui donnent à réfléchir, mais évidemment la métaphysique touche des fois à des limites de la raison et fait appel parfois à l'intuition, à d'autres formes de connaissance que la connaissance purement rationnelle. Et donc, quand je vous dis que c'est des questions d'enfants, je vais de temps en temps écréner cette conférence par des réflexions d'enfants. Puisque, comme l'a dit... oui, je veux dire quelque chose. On va avoir un deuxième micro pour que ceux qui sont à l'extérieur t'entendent. Non, il va falloir que tu... Tu es fatigué, je sais. On n'a jamais fait le coup. Hein. Si quelqu'un a un support de micro dans son sac à main, donc,
Je sens un poids qui me tombe dessus. Donc, comme Yves l'a évoqué, j'ai créé il y a 7 ans une association qui s'appelle CEF, Savoir-être et Vivre Ensemble, dont le but c'est de développer, donc c'est une association à but non lucratif qui est abritée par la Fondation de France, dont le but c'est de développer des ateliers de philosophie avec les enfants. Et un atelier de philosophie avec... Ah oui, d'accord. Je pense qu'il en faudrait plus. Et un atelier de philo avec les enfants, c'est pas un cours de philosophie. Un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans ne peut pas comprendre la critique de la raison pure de Kant, ni l'éthique de Spinoza. Il n'a pas la capacité conceptuelle de le faire, il n'a pas le vocabulaire pour le faire, et donc il est normal que les cours de philosophie soient prodigués assez tard. En même temps, un enfant pose des questions profondes, un enfant est capable de s'étonner, de questionner, et on peut l'apprendre, l'aider à développer l'argumentation. Et donc en fait, oui c'est très discret, on vous a vu, Sarah et Harmonie. Donc en fait, les enfants, vous savez, c'est Platon et Aristote qui nous disent la philosophie commence avec l'étonnement. C'est parce qu'on s'étonne pourquoi est-ce que les choses sont comme ça qu'on commence à questionner et donc à raisonner. Et au fond, les enfants sont toujours dans l'étonnement. Ils passent leur temps à nous dire mais pourquoi les choses sont comme ça. Et on leur répond mange ta soupe. Parce qu'on ne sait pas répondre aux questions qui sont souvent des questions métaphysiques des enfants. Et donc, il est important d'aider les enfants à développer cette capacité qu'ils ont à s'interroger, à s'étonner, à s'émerveiller, et aussi les aider à développer ce qu'on appelle des habiletés de pensée. On leur apprend à conceptualiser, on leur apprend à argumenter, et quand on fait un atelier de philo, l'enseignant il est au milieu des élèves, dans un cercle, et on fait passer un bâton de parole, et on pose une question, et on dit aux enfants, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et l'enseignant ne dit jamais ce qu'il pense. C'est pas un cours de morale, c'est pas un cours de philosophie, c'est vraiment un atelier où chaque enfant exprime ce qu'il a à dire. Et du coup, ça lui donne confiance. Il s'aperçoit qu'il a une pensée qui souvent est une pensée intéressante, personnelle. Il est reconnu comme un interlocuteur valable. Et beaucoup d'enfants qui ne parlent pas beaucoup à l'école parce qu'ils n'aiment pas les matières classiques, d'un coup, ils s'expriment très très fort dans les ateliers philo. Et les enseignants nous disent, je ne savais pas qu'il était aussi intelligent. Mais il ne dit jamais rien. Et là, il dit des choses merveilleuses. Et puis ça apprend aux enfants à argumenter, à s'écouter, ça développe la tolérance, le respect, et à la fin d'un cycle d'atelier philo, ils vous disent ben, on pense mieux ensemble. Et toute l'histoire de la philosophie, c'est penser mieux ensemble. Et il y a, dans la philosophie, il y a toute une branche qu'on appelle la philosophie éthique, qui nous apprend aussi à vivre mieux. Je vais tenter le coup là quand même. Et on va me dire, vous me direz si, que quelqu'un me dise si on entend quand même dehors si je le pose comme ça. Je veux un bouquin de plus. Et donc, attends. Non, deux, on verra plus. Voilà. Vous voyez encore. Alors, on essaie comme ça. Essaye ça. Je vais voir. Alors là, est-ce que là, dehors, vous m'entendez? Allô, la lune? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, et donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc la philo, voilà, c'est merveilleux quoi, de faire la philo avec les enfants, les adolescents. Et on voit des progrès incroyables, non seulement pour les enfants, mais pour le climat scolaire. Et actuellement, on parle beaucoup de harcèlement, etc. Je suis persuadé qu'un des meilleurs moyens de lutter contre le harcèlement et de développer des compétences psychosociales, c'est de développer des ateliers de philosophie. Parce que la parole se libère, parce qu'on argumente, on réfléchit, et en même temps, on apprend à s'écouter, à se respecter. Tout ça pour vous dire que nous allons aborder une question de type métaphysique, et je vous disais, il y a aussi une discipline de la philosophie qu'on appelle l'éthique, dont le but, c'est d'arriver à vivre mieux. À vivre mieux sur le plan individuel, à vivre mieux ensemble. Et donc, pour les Grecs, l'éthique, c'est une dimension
très importante, mais qui est reliée aux politiques. C'est-à-dire qu'il s'agit, quand je dis aux politiques, c'est-à-dire au vivre ensemble. Et donc il s'agit d'aider les individus à mener une vie bonne, tant sur le plan personnel, c'est-à-dire qu'on va dire trouver un bonheur profond et durable, que sur le plan collectif, arriver à vivre de manière harmonieuse dans la cité. Et les deux sont toujours liés. Il s'agit pour l'individu à la fois de trouver un épanouissement personnel, tout en s'intégrant parfaitement dans la cité. On ne sépare pas le bien individuel du bien commun. On en aurait bien besoin aujourd'hui. Beaucoup de gens réclament leurs droits et ils oublient qu'ils ont des devoirs. Et que je pense que ce qui est vraiment très difficile en France aujourd'hui, c'est cette perte du sens du bien commun. Et la philosophie nous aide à réfléchir ensemble au bien commun, et je pense que c'est une de ses fonctions les plus utiles. Alors, donc, la question qu'on va aborder aujourd'hui, elle est à cheval entre la métaphysique et l'éthique. Elle peut nous aider à vivre mieux, tout en touchant des fois des questions un peu ultimes, dont il est difficile d'avoir des réponses certaines. Alors, si on pose la question, moi je l'ai fait beaucoup avec des enfants, parce qu'ils adorent ça. C'est-à-dire quand vous demandez à des enfants un atelier philo, vous leur dites de quoi vous voulez parler. Et 9 fois sur 10, c'est quoi le bonheur? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? La vie est-elle un sens? C'est quoi réussir sa vie? C'est des questions assez fondamentales. Et donc cette question, la vie est-elle un sens, revient très souvent. Et je me souviens de la première fois que je l'ai abordée, c'était avec des enfants de CM1, donc c'est à peu près 9-10 ans. Et la première réponse, ça a été, alors c'est quoi la vie est-elle un sens? Il lève la main, oui, lequel? Mourir. J'aurais jamais pensé à ça. Mais elle dit oui, il y a une direction, hein, on vit, on meurt. Bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? On arrête là l'atelier philo. Et une petite fille qui dit oui, mais attendez, avoir un sens, c'est pas juste la direction, c'est aussi la signification. Et moi, je pense que on vit et pour quelque chose. Et notamment pour des valeurs, pour des choses qui sont importantes. Et pour moi, c'est l'amour qui est le plus important. Et donc, pour moi, si la vie a un sens, c'est d'apprendre à mieux aimer. Et là, je me suis dit, c'est quand même intéressant, parce qu'en 2 réponses, vous avez déjà direction, signification. Et je crois qu'effectivement, fondamentalement en philosophie, répondre à cette question, la vie est-elle un sens, c'est dire essentiellement quelle signification on va donner à notre vie, quelles vont être les valeurs les plus importantes, ce qu'on appelle en philosophie l'axiologie, c'est-à-dire l'ordre des valeurs. Quelles valeurs on va mettre au-dessus de tout? Quelles vont être les plus importantes qui vont orienter notre vie? Et donc ce qui est important, c'est la signification qu'on veut donner à notre vie, et que cette signification va donner une direction à notre vie. Et donc, moi ce dont je vais vous parler, c'est 3 choses qui, d'un point de vue personnel, me semblent essentielles. Donc ce sont des significations, des valeurs essentielles, et des directions que nous allons prendre pour les réaliser. Et ces 3 choses, c'est l'amour, la liberté et la joie. C'est pas du même niveau, mais j'expliquerai un peu pourquoi ça peut polariser une vie, ça peut orienter une vie. Alors l'amour. Je crois que sans avoir fait de philosophie, presque tout le monde vous dira, et d'ailleurs quand on pose la question aux enfants, c'est quoi la chose la plus importante, presque tous répondent l'amour. On a fait des études, des enquêtes sociologiques dans plein de pays du monde, etc., en disant aux gens que c'est quoi la chose la plus importante? L'amour. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Quelle chose la plus importante pour être heureux? L'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est universel, hein, all you need is love, comme disaient les Beatles, un des grands philosophes, et donc on a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'amour, et c'est l'amour qui, pour beaucoup de gens, leur permet de vivre, de se développer, de s'épanouir, de grandir en humanité. Donc l'amour, c'est quelque chose d'absolument fondamental, et que sans amour, une vie ne peut pas être vécue. D'ailleurs, si un enfant ne reçoit pas d'amour, il meurt. Ou il devient psychotique. On le voit bien, les grands psychotiques n'ont pas reçu d'amour, ils ont reçu de la maltraitance. Et Boris Cyrulnik, quand il parle de la résilience, de la capacité à surmonter les épreuves et à rebondir, on lui a posé la question, mais est-ce que tout le monde peut résilier? Il a répondu non. On a observé que pour rentrer dans un processus de résilience, il faut avoir connu au moins une fois dans son enfance une expérience d'amour inconditionnel. Mais un enfant qui n'a jamais ressenti de l'amour inconditionnel aura beaucoup de mal à rentrer en résilience.
Et donc, alors cet amour inconditionnel, il peut venir des parents, mais si les parents sont maltraitants ou absents, il peut venir d'une personne qui s'occupe de l'enfant, ça arrive souvent dans des adoptions, et puis ça peut venir, je vais peut-être vous choquer, voire vous surprendre, ça peut venir d'un animal. Vous pouvez avoir des enfants qui sont sauvés par des animaux. Parce qu'un cheval, un chien peut vous aimer d'amour inconditionnel. Il peut y avoir une relation, on sent qu'il nous aime, qu'on est là pour lui, que c'est essentiel. Et donc ça peut pallier au déficit d'amour humain. Pour ça j'aime beaucoup les animaux, parce que c'est vrai qu'ils ont souvent, et ça c'est quelque chose malheureusement qui a été très très peu exploré en philosophie, ils ont souvent des qualités que les humains n'ont pas. En fidélité, en don, en compassion. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est un autre sujet. Donc, la question de l'amour, elle est fondamentale, et donc il s'agit de savoir ce que c'est que l'amour. Alors, je ne vais pas en 20 minutes tout résumer, mais vous donner quelques points de repère, parce que derrière le mot amour, il y a plein de réalités différentes. Et donc, les Grecs ont l'avantage d'avoir une langue philosophique assez élaboré dans lequel il y a plusieurs mots qui permettent de définir le concept d'amour. Les trois principaux, je vais vite, les trois principaux, c'est Eros, Philia et Agapé. Et les deux qui sont le plus présents en philosophie, c'est Eros et Philia, et Agapé est plus présent dans le Nouveau Testament. Donc, Eros, on en trouve surtout l'explication dans le Banquet de Platon. Moi, c'est un livre que j'ai eu la chance de lire à 13 ans, qui m'a donné le virus de la philosophie. Puisque mon père était passionné de philosophie, et je lui dis un jour, tiens, j'avais 13 ans, je commençais à parler de l'amour et tout, il m'a dit, tiens, lis ça. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir le discours, il y a plusieurs discours, mais il y en a deux qui sont restés célèbres, c'est un dialogue philosophique lors d'un banquet, et le thème c'est le désir et l'amour. Et les deux discours qui sont restés célèbres, c'est celui d'Aristophane, qui nous dit qu'à l'origine nous étions un seul être qui a été coupé en deux, et que nous passons notre temps à chercher notre autre moitié. Ce qui a donné naissance au mythe de l'âme sœur. Et beaucoup de gens sont persuadés qu'ils ont une âme sœur quelque part. Et ça, c'est très intéressant, parce que je pense que ça correspond à une observation psychologique. Il y a une nostalgie d'un être qui nous serait totalement adapté, complémentaire, etc. Ça peut donner naissance à beaucoup d'illusions et de désillusions. Parce que moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est un mythe. Et d'ailleurs, ce mythe, il est présent chez Platon. Je dirais que l'explication platonicienne de ça, c'est pas tellement qu'on recherche une âme sœur. Oui, on recherche une âme sœur, mais pourquoi on recherche une âme sœur? Parce que Platon, nous sommes une partie divine. Notre âme vient de Dieu, et enfermée dans le corps, soma sema, le corps est le tombeau de l'âme, et on aspire qu'à une chose, c'est de retourner vers le divin. Nous avons la nostalgie du divin. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est nous réunir avec le principe divin dont nous sommes séparés. Et du coup, c'est un peu ça qui, d'un point de vue psychologique, va donner naissance au mythe de l'âme sœur. C'est-à-dire que nous avons un manque originel, mais il n'y a que l'absolu qui peut le combler, il n'y a que le divin qui peut le combler. C'est pour ça que dans le discours de Diotime, qui est cette femme philosophe... Bonsoir. Cette femme philosophe dont Socrate emprunte le discours, c'est remarquable, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de femmes philosophes dans l'Antiquité. Là, il y a la trace d'une certaine Diotime. Et Socrate l'a fait parler pour parler du désir et de l'amour. Il utilise l'enseignement qu'il aurait reçu d'une femme. Et c'est toute cette échelle de l'amour, c'est-à-dire, je vais très vite encore, mais le désir, Eros, qui est d'abord un désir sexuel, fait qu'on désire un corps. Et puis, du désir d'un corps, nous admirons la beauté de tous les corps. Et puis ensuite, nous désirons une âme. Et de l'amour d'une âme, nous contemplons la beauté de toutes les âmes. Et puis, nous désirons la connaissance, toutes les connaissances. Et puis, nous désirons et nous finissons par découvrir la beauté du monde, la beauté divine. Et donc, il y a une échelle ascendante du désir et de l'amour, c'est ça, Eros, qui fait qu'on part du désir sexuel et de l'amour. Et d'ailleurs, il faut faire attention qu'on parle d'amour platonique. Parce que c'est pas du tout ce qu'on croit. Si je vous dis c'est quoi l'amour platonique, vous allez me dire pas de relation sexuelle. C'est pas tout à fait ça. On commence par le sexe, mais on va jusqu'à Dieu. Donc si quelqu'un vous dit, tiens, on va passer un week-end, ce sera totalement platonique, ça veut dire que ça va commencer par le sexe et que ça va se terminer à l'église. Voilà le plan du week-end. Je fais ça. Mais en fait, le désir
nous conduit du désir corporel qui est le plus immédiat, spontané, naturel, eh bien c'est une échelle ascendante qui va nous permettre de progresser jusqu'au désir et à l'amour du beau en soi. Et ça, je trouve ça très intéressant, cette idée d'échelle ascendante du désir. Donc l'amour Eros, c'est ça, très sommairement. Après, celui qui va le plus expliciter une autre forme d'amour, c'est Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque. C'est un bouquin que vous devriez tous lire. C'est très facile à lire, et c'est un bouquin remarquable sur la notion de bonheur, sur les vertus, et sur l'amour, et notamment qui nous parle d'une forme d'amour différente d'Eros, philia. Philia, on pourrait traduire ça par l'amour d'amitié. Et pour Aristote, il y a 3 caractéristiques de philia. Première caractéristique, c'est un choix personnel. On choisit son ami. Deuxième caractéristique, ce choix doit être réciproque. Il s'agit d'un choix réciproque. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui ne nous aime pas. Moi, un jour, je suis ami avec une comédienne célèbre, il le sait, il me dit « Ah, c'est ma meilleure amie ». Et puis je vois 15 jours après cette comédienne, elle me dit « Je ne peux pas le supporter ». Donc il y a des gens qui se pensent amis de gens célèbres ou amis, bon, et puis les autres disent « Je ne sais pas comment m'en défaire ». Donc là, il n'y a pas d'amitié. L'amitié, c'est un choix, on choisit quelqu'un, et ça doit être réciproque. Et la troisième caractéristique de la philia, c'est que c'est un amour dans lequel on a envie de voir l'ami, donc on a des projets communs. On fait des choses ensemble. Et pour Aristote, philia, c'est pas juste l'amitié des copains. C'est toute personne qui se choisit pour faire des choses ensemble. Et donc, les époux, les conjoints, c'est philia. Il y a Eros, c'est mieux, mais il y a aussi et surtout philia. C'est-à-dire le désir, le choix réciproque, on se choisit mutuellement pour fonder une famille. On se choisit mutuellement pour vivre ensemble, pour construire quelque chose ensemble. Si on ne veut pas d'enfants, peu importe. Mais il y a un projet commun, un projet de vie commun. Et donc, pour Aristote, la solidité de l'amour d'un couple, c'est philia. Parce que Eros, ça dure 3 ans. C'est pas lui qui le dit, c'est Bébé. Et je le trouve très optimiste. Parce que je pense que c'est plutôt 6 mois aujourd'hui. Il a écrit ça il y a 10 ans. Mais ça va très vite. Et pourquoi Eros, ça ne dure pas longtemps? Parce que, évidemment, on est dans le désir, dans l'attrait, et puis dès que ça retombe un peu, que le désir retombe un peu, on tombe dans quoi? On tombe dans l'ennui. Et on a besoin de raviver le désir, nouvelle passion. Et c'est comme ça que plein de gens vivent que des amours passionnels, dans lesquels il n'y a pas philia. Il n'y a pas ce choix profond, ce lien qui nous unit, qui fait qu'on a envie d'entretenir par une activité, par des choses qu'on peut faire en commun. Alors, les amoureux vivent ensemble, mais il peut y avoir des amis avec lesquels on fait du golf, avec lesquels on fait des associations, avec lesquels... Enfin, là, il y a plein de manières de cultiver l'amitié. On va randonner ensemble, les amitiés de randonnée sont formidables, et donc ça nourrit l'amitié. Philia, c'est vraiment la structuration la plus profonde de la relation d'amour, parce qu'elle dure, qu'elle est vraie, qu'elle n'est pas dans la jalousie, qu'elle n'est pas dans la possessivité. Parce que le problème d'Eros, c'est tout ça. C'est que dès qu'il y a du sexe, il y a de la jalousie très souvent, il y a de la possessivité, et ça embrouille tout. Et donc c'est beaucoup plus compliqué de le vivre s'il n'y a pas philia qui permet de donner cette solidité. Dans philia, on aime l'autre tel qu'il est. Dans Eros, on l'aime parce qu'il nous apporte quelque chose. Il y a quelque chose qu'on recherche, il nous nourrit. Il répond à des manques, à des besoins. Et on le voit très bien. Dans toutes les passions amoureuses, c'est quelque chose dans lequel on est très souvent dans l'illusion parce qu'on projette sur l'autre quantité de choses qu'on n'a pas, qu'on recherche, ou qu'on retrouve en écho chez l'autre qui font écho à notre problématique familiale. Donc la psychanalyse a très très bien montré à quel point nous reproduisons des schémas affectifs qui sont en lien avec des choses qu'on a vécues avec nos parents. Donc on va rechercher, on va reproduire ce qu'on a vécu. Par exemple, si j'ai un père maltraitant, je vais rechercher un mari maltraitant. Si j'ai une mère possessive, je vais rechercher une femme possessive. Ou l'inverse, on sera en réaction. Donc finalement, on est totalement conditionné par la relation qu'on a eue enfant avec nos parents, avec nos proches, et ça fait des mécanismes de répétition. J'ai un ami psychiatre qui me dit quand 2 amoureux se retrouvent ensemble le premier soir dans un lit, il y a 8 personnes dans le même lit. Il y a les amoureux, il y a les parents respectifs et les anciens conjoints.
Parce qu'ils font partie de leur imaginaire. M. Dublin, j'espère qu'elle n'est pas comme lui ou elle, etc. Donc tout ça nous perturbe. On est complètement pris par une imagination, par un tas de schémas inconscients qui fait qu'on ne rencontre pas l'autre. On rencontre des représentations de l'autre. Et celui qui a, pour moi, le mieux défini ça, c'est Spinoza. Il nous donne une définition de l'amour incroyablement courte et pertinente. Il y a des gens qui ont écrit des traités de 1000 pages sur l'amour. Spinoza, c'est une ligne. Mais ça dit tout. Alors écoutez bien, ça va très vite. L'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est pas très romantique. Faut pas dire ça lors d'un date. Hein. C'est quoi l'amour pour toi? C'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. La personne part en courant. Ou alors elle est philosophe. Elle va dire, mais c'est génial. T'as lu Spinoza? Donc renseignez-vous avant sur cette étude. Et pourquoi c'est génial ce que dit Spinoza? Parce qu'on comprend, l'amour c'est une joie. Dès qu'on tombe amoureux, on est dans la joie. Et cette joie, elle est liée à une cause extérieure, la personne qui suscite cette joie. Sauf que pour Spinoza, c'est pas la personne qui suscite la joie, c'est l'idée qu'on en a. Et cette idée ou cette représentation peut être adéquate ou inadéquate. Pour dire simplement vraie ou fausse. Et lorsque nous avons une idée adéquate de ce qu'est l'autre, la joie que nous avons est une joie active. C'est une joie vraie. C'est une joie qui ne mourra jamais. Il nous dit c'est une joie éternelle. Parce que nous avons rencontré l'autre dans sa vérité. Et on l'aimera toujours. Même si on se sépare un jour. On continuera de l'aimer parce qu'on l'aime tel qu'il est et on l'aime pour ce qu'il est. Même si un jour, au bout de 10 ans ou 20 ans, on se dit bon, on a évolué autrement, on va se séparer. Mais on ne va jamais s'entretuer. On s'entretue lorsque l'idée que nous avons de l'autre est inadéquate. C'est-à-dire que nous pensons qu'il est comme ci, nous pensons qu'il est comme ça. Nous projetons sur lui, il n'utilise pas le mot, hein, c'est Freud qui l'utilise, mais il dit exactement la même chose que la psychanalyse, 3 siècles avant la psychanalyse. Nous commençons par projeter sur l'autre ce que nous attendons de l'autre. Et nous projetons papa, maman, nos anciens conjoints, etc. Et donc, et puis toutes nos attentes, tous nos problèmes non résolus, etc. Et donc finalement, la plupart du temps, nous dit Spinoza, nous sommes dans des idées inadéquates de l'autre. Parce que le désir nous fausse la vision. Notre désir, notamment érotique, sexuel, fausse notre jugement. Et quand on désire quelqu'un, on l'idéalise. Parce qu'il faut nous donner des bonnes raisons de le désirer. Il faut justifier notre désir, pour le dire, c'est formidable. Mais la plupart du temps, on se trompe. Et puis, honnêtement, quand on rencontre quelqu'un, on montre plutôt le plus beau visage. On ne va pas dire je ronfle la nuit, je suis un loser. Non, on va dire je randonne à ma fac tous les jours, je suis un winner, je gagne très bien ma vie, mais ça c'est pas important, mais bon, je le dis quand même. On montre le meilleur visage de soi. Et puis au bout de quelques mois, patatrac. Les défauts apparaissent. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup fait rire, c'est une amie d'une 40aine d'années, était une fille jolie, intelligente, mais toujours célibataire, parce qu'elle attendait le prince charmant. Et un jour, à 40 ans, elle me dit « J'ai rencontré le prince charmant ». Voilà, j'y crois pas beaucoup. J'entends Spinoza me murmurer « joie passive », idée inadéquate. Elle me dit « Il est beau, il est riche, il est intelligent, il est drôle, il fait l'amour comme un dieu. C'est le prince charmant. Ça y est, c'est formidable. » Bon, moi je me suis dit, dans 3 mois, elle va me rappeler, je suis pas habitué, et me dire, bon, bah, il n'est pas du tout comme ça. Et ben non, ça dure, 1 an et demi, puis au bout d'1 an et demi, j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, parce qu'elle était très prise par cette polarisation de son attention. D'1 an et demi, elle me téléphone, elle me dit, le salaud. Je dis, mais qui? Bah, Jean-Marc. Bah quoi? Il est marié. 1 an et demi, ils se sont rencontrés. Alors, évidemment, il était chef d'entreprise, donc il était tout en tri, il voyageait beaucoup, il jouait au poker avec ses copains, enfin bon, il y a plein de raisons. Puis un jour, elle a eu un doute, elle l'a fait suivre, elle a découvert qu'en fait, il était marié. Il avait des enfants, tout. Et quand elle lui a dit, il a regardé, il lui a dit, mais tu m'as jamais posé la question. Alors ça, c'est la mauvaise foi des hommes.
Mais il n'a pas tort. Elle ne voulait pas savoir. Parce que le prince charmant, par définition, ne peut pas être marié. Quand vous rencontrez un homme, que vous êtes complètement, vous flashez complètement, ou une femme, ben, vous avez tellement pas envie qu'il soit pris que vous ne posez pas la question. Et puis des fois vous découvrez au bout de 2 heures, 2 jours, et des fois 1 an et demi. Donc posez la question si vous voulez vraiment savoir, quitte à avoir une bouche froide. Puis après il y a des couples qui sont bancales, hein, donc c'est pas forcément... Mais en tout cas, informez-vous. Parce que l'absence de questions fait qu'on ne veut pas savoir, et qu'on reste un peu dans l'illusion. Donc on projette, on est dans l'illusion, et patatrac, la passion dégringole, on découvre l'autre, et on lui en veut. On lui en veut de ne pas être ce qu'on pensait qu'il était. Et c'est pour ça qu'il y a du ressentiment dans les couples, qui ont vécu dans Eros et qui n'ont pas assez développé Philia. On n'aimait pas l'autre pour lui-même, on l'aimait pour ce qu'il nous apportait. On l'aimait pour le plaisir sexuel, on l'aimait pour le rêve, mais on ne l'aimait pas vraiment pour lui-même, et on ne le connaît pas. Il faut du temps pour connaître quelqu'un. Ou alors on a immédiatement une perception intuitive forte de la personne, ou alors il faut du temps, c'est l'expérience qui nous montre qui est une personne. Et donc là-dessus, effectivement, Philia demande du temps. Alors que Eros, on est tout de suite dans l'immédiateté, et quand ça dégringole, on passe souvent donc de la joie, qui était une fausse joie passive, liée à la passion, on l'a subie, à la tristesse. Et Spinoza nous dit, dans la plupart des rencontres, lorsqu'il y a de l'illusion, de la projection, il passe parfois de l'amour à la haine. On connaît tous des couples qui, après s'être fusionnés, adorés et tout, un jour ils divorcent, ils se font une guerre totale. Et vous savez comment Spinoza définit la haine? C'est aussi court que la première définition. La haine, 2 points, c'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est simple, hein, c'est géométrique. Et donc voilà pourquoi plein de couples se disent. Donc vous voyez, Eros peut créer tout ça. Et donc ce qui va permettre de fortifier l'amour, et là bien au-delà évidemment de la relation amoureuse, c'est Philia. Philia, on aime l'autre tel qu'il est. Et on a envie qu'il soit heureux. Et si un jour il est plus heureux avec moi, ben, on préfère presque qu'on se sépare parce qu'il sera plus heureux ailleurs. C'est pas facile hein, pour qu'on est dans la passion. Ça c'est impensable. Mais qu'on est dans l'amour vrai, c'est ce qu'on pense. Je veux que l'autre s'épanouisse. Je veux que les personnes que j'aime s'épanouissent. Je veux que mes enfants soient heureux. Même s'ils vont vivre à l'autre bout du monde et que je ne les verrai plus. Et donc, Philia, c'est vraiment aimer l'autre comme il est, avec ses défauts, ses qualités. Moi, j'ai une amie qui m'a dit un jour, je sais que j'aime vraiment mon mari, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, parce que ce qui m'attendrit le plus, ce sont ses défauts. Mais c'est vrai, ça. Et si vous dites que votre mari ou votre femme, ce qui vous attendrit le plus, c'est ses défauts, c'est ses petites manies, c'est tout ça qui vous agace un peu, hein, mais que ça vous attendrit, c'est que vous l'aimez vraiment. Parce que vous le prenez comme il est. Bon, ça n'empêche pas que des fois, il y a des choses qui peuvent évoluer. De temps en temps, on a envie qu'il boive un peu moins, qu'il mange un peu moins, qu'il fasse un régime, Donc, il y a des choses qui peuvent agacer, puis il y a des défauts qui sont graves. Donc, il faut allier l'exigence et l'amour. Mais si quelqu'un se sent vraiment aimé pour lui-même, on accepte mieux l'exigence. Parce qu'on sait qu'on est vraiment aimé, que c'est pour nous que la personne nous demande de faire tel effort. Pas pour elle, pour nous. Pour qu'on progresse aussi, pour qu'on soit plus respectueux, pour qu'on grandisse en humanité. Donc là, je crois que Philia, vraiment, c'est le fondement le plus essentiel et qui nourrit la relation de manière qualitative. Et puis, agapé. Alors, agapé, c'est très peu utilisé par les philosophes grecs, c'est beaucoup utilisé, c'est utilisé par Philon d'Alexandrie, qui est à la fois théologien juif et philosophe, c'est utilisé tout le temps dans le Nouveau Testament. Quand on dit Dieu est amour, c'est Dieu est agapé. C'est-à-dire un amour inconditionnel, universel, dans lequel il n'y a pas besoin de réciprocité. Là, on n'est plus dans Philia. Philia exige la réciprocité. On peut aimer de manière inconditionnelle quelqu'un qui nous déteste. Jésus, dans l'Évangile, il aimait de manière inconditionnelle ses ennemis. Il nous dit, aimez vos ennemis. Tendez la joue à quelqu'un qui vous donne une gifle sur la joue droite, tendez la joue gauche. Ça, c'est agapé. C'est presque pas humain. C'est pour ça que les philosophes n'en parlent pas. C'est que c'est quelque chose qui demande sans doute de se référer à un plan supérieur. Et donc, Jésus dit, comme Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres. Dieu nous aime de manière inconditionnelle, apprenons à nous aimer de manière inconditionnelle. Et à dépasser toute violence, toute rancune, toute haine. Apprenons à pardonner, pas une fois,
77 fois. Et donc, l'évangile est truffé d'agapé. Et agapé, c'est cette forme d'amour universel inconditionnel qui fait qu'on peut donner sa vie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand dans le métro, vous avez quelqu'un qui se fait tabasser par une bande de jeunes et qu'une personne va pour porter secours à cette personne en disant arrêtez, elle risque sa vie. Agapé. On n'est pas dans Eros, on n'est pas dans Philia, c'est de l'amour, c'est de la compassion, c'est agapé. D'ailleurs, le mot compassion est très présent et l'équivalent, c'est la traduction du mot agapé dans le bouddhisme. Le mot compassion en anglais, c'est karuna. Et c'est très intéressant parce qu'il y a toute une évolution du bouddhisme. Dans le bouddhisme ancien, le mot qui existe pour parler de l'amour, c'est maîtrise. Maîtrise, c'est le respect, la bienveillance. Et le Bouddha enseigne le respect, la bienveillance, c'est-à-dire il s'agit de respecter tous les êtres vivants. Il ne faut pas faire du mal. Il faut respecter tous les êtres vivants. Et au fil des siècles, le bouddhisme a évolué vers ce qu'on appelle le bouddhisme du grand véhicule, qui d'ailleurs naît au même moment que le christianisme. Au début de l'ère chrétienne, arrive une nouvelle conception dans le bouddhisme, et cette nouvelle conception, c'est de dire, il ne s'agit pas simplement d'aimer avec bienveillance ou respect les êtres vivants, il s'agit de vouloir les sauver. Il s'agit de leur venir en aide, quels qu'ils soient, que ce soit un être humain, un animal, etc. Il faut venir en aide à tous les êtres qui souffrent. Et cette grande compassion, karuna, c'est l'emblème, le cœur du bouddhisme du grand véhicule. Alors pourquoi grand véhicule? Parce que c'est une image qui est donnée par ces bouddhistes en disant au fond, l'idéal du bouddhiste ancien, l'arhat, celui qui atteint le nirvana, parce qu'il suit l'enseignement du Bouddha, il se détache, il arrive à maîtriser ses désirs, il atteint l'éveil, il comprend la véritable nature des phénomènes, etc. Il atteint l'éveil, c'est-à-dire le nirvana. Il ne va plus jamais se réincarner. Vous savez, dans le bouddhisme comme dans l'hindouisme, on croit dans le cycle permanent de réincarnation. On revient jusqu'à qu'on ait purifié son karma, la loi de causalité, et que donc celui qui atteint l'éveil, il n'a plus de karma négatif, il ne se réincarne plus. Il atteint le nirvana. Et l'image que donnent les bouddhistes du grand véhicule, c'est que le monde, notre planète, c'est comme une maison en feu. Tout le monde souffre. Les animaux souffrent, ils se mangent les uns les autres, ils ont peur, ils sont tout le temps pourchassés. Les humains souffrent, on désire quelque chose, on souffre de ne pas l'avoir, on l'a, on souffre, on s'ennuie. Petite parenthèse, une des phrases les plus désespérantes de toute l'histoire de la philosophie, c'est Schopenhauer, qui dit « Toute la vie bascule, tel un pendule d'une horloge, de gauche à droite, de la souffrance à l'ennui. » C'est optimiste, hein, quand même. Souffrance, parce qu'on n'a pas ce qu'on désire, on désire plein de choses qu'on ne peut pas avoir. Et dès qu'on l'obtient, on s'ennuie. Et on repart dans la souffrance. Il y a un humoriste anglais, George Bernard Shaw, qui le dit d'une autre manière, un peu plus drôle. Il y a deux tragédies dans la vie. La première, c'est de ne pas obtenir ce qu'on désire. La deuxième, c'est de l'obtenir. Et donc, cette loi de la souffrance universelle, il s'agit d'en sortir. Et le bouddhisme ancien, celui qui atteint l'éveil, il va quitter la maison en feu sur un petit véhicule, on va dire, sur une mobilette, sur un vélo, plus écolo. Et donc il part sur un vélo, il se sauve, il atteint Nirvana, il reste au Nirvana, il ne revient plus. Et dans le bouddhisme du grand véhicule, il est précisé que celui qui atteint l'éveil fait le vœu de revenir se réincarner sur Terre, de ne pas aller au Nirvana, tant qu'il y aura de la souffrance sur Terre, pour aider les êtres souffrants. Et c'est ce qu'on appelle le vœu de Bodhisattva. Un Bodhisattva, c'est un éveillé qui décide de revenir, comme le Dalai Lama et d'autres, qui décide de revenir pour aider des êtres tant qu'il y aura de la souffrance. Et donc ils prennent un grand véhicule, ils mettent tout le monde dedans, et ne partiront que quand tout le monde sera dans le véhicule. Donc la compassion, c'est exactement la même chose que Agapé. On le retrouve, ces idées, un peu partout, dans toutes les grandes traditions de sagesse, c'est qu'il existe un amour inconditionnel, universel. Alors pour les chrétiens, ça vient de Dieu, pour les bouddhistes, pas du tout, parce qu'on ne croit pas en un Dieu extérieur au monde. Mais c'est une qualité humaine que nous avons dans notre cœur qu'il faut réveiller. Et cette qualité-là, c'est ce qui nous rend le plus humain, c'est le sommet de l'humanité. La compassion, c'est le sommet de notre humanité.
Et d'ailleurs, c'est déjà dit dans plein de traditions. Mencius, qui est un philosophe chinois du IVe siècle, taoïste, confucéen, Mencius nous dit la plus grande des vertus, c'est reine, la vertu d'humanité, qui fait qu'on va secourir un être en détresse, même si on ne le connaît pas. Un enfant tombe dans un puits, on ne va pas dire, attends, je ne le connais pas, celui-là, je continue mon choix. Non, on se jette pour le sauver. Il dit, c'est la vertu de l'humanité, c'est la compassion. Et cette vertu-là permet effectivement de dépasser l'égoïsme. On peut, je l'ai dit tout à l'heure, risquer sa vie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc cette vertu de compassion, elle est présente à travers toute l'histoire aussi, même en philosophie. Le même Schopenhauer, qui nous dit cette phrase terrible, hein, il va nous dire le sommet de la compassion, qui est le sommet de la morale. Donc le sommet de la morale, c'est la compassion envers les animaux. Ça, vous ne l'attendiez pas. Parce que on ne se contente pas d'aimer quelqu'un de proche. C'est facile d'aimer ses enfants, relativement. Enfin, c'est facile d'aimer son conjoint, encore plus relativement. C'est facile d'aimer sa belle-sœur, encore plus relativement. Mais d'aimer des gens du même pays, d'une même civilisation. Puis plus ça s'éloigne des autres civilisations de pays, on aime de moins en moins. Et puis donc, Schopenhauer nous dit, le plus difficile, c'est d'aimer les gens les plus loin, qui nous ressemblent le moins. Parce que pourquoi? On aime des gens qui nous ressemblent. Et donc, aimer quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout, c'est le sommet de la morale. C'est-à-dire, c'est la morale la plus détachée, la moins intéressée. Et donc, il nous dit la compassion vers les animaux, c'est-à-dire des êtres d'une autre espèce, qui souffrent, qui sont sensibles. C'est le sommet de la morale. Et il y a un autre penseur qui le dit quasiment en même temps, c'est Darwin. Darwin dira exactement la même chose. Et donc, moi, j'en suis convaincu. C'est que les gens qui n'aiment pas du tout les animaux, je trouve ça suspect. En tout cas, on n'est pas obligé d'avoir besoin d'un chien pour être heureux, mais ne pas les faire souffrir. Et ceux qui opposent l'amour des humains à l'amour des animaux, je ne comprends même pas. Il y a un penseur qui dit on n'a pas deux cœurs. Un pour les humains, un pour les animaux. On a du cœur ou on n'en a pas. On a du cœur ou on n'en a pas. Et quand on a du cœur, on aime tout le monde. Parce que agapé, karuna, c'est on aime tous les êtres vivants qui souffrent. Et on veut leur bien. Et quand on voit des animaux dans les abattoirs qui sont torturés, qui vivent des trucs atroces, on ne peut pas accepter ça. Et donc, on se sent concerné par le sort de tous les êtres souffrants. Donc voilà, ça c'est agapé. Donc, Eros, il y a agapé. Et donc on voit à quel point, je pense qu'on peut difficilement dire que le sens de la vie, c'est Eros. Bon, sauf si vraiment on met au niveau de son existence que dans des relations passionnelles ou sexuelles. Mais déjà dire que philia, oui, ça donne du sens. Ce qui nous nourrit, ce qui nous fait grandir, c'est l'amitié. C'est cette relation vraie avec d'autres êtres, et agapé peut-être encore plus. Parce que vivre des relations d'amour inconditionnelles, c'est ce qui nous met dans les joies les plus grandes. C'est ce qui ouvre le plus notre cœur humain. L'idéal, c'est de vivre les trois. Surtout dans une relation amoureuse. Parce que vivre une relation amoureuse où il manque Eros, ça manque de piment. Où il manque philia, c'est pas solide. Où il manque agapé, dans les périodes de crise, quand il faut pardonner, etc., et tout, c'est agapé qui nous aide. Donc c'est vraiment, je trouve, dans la relation amoureuse, l'équilibre entre Eros, philia et agapé est fondamental. Alors, deuxième chose, valeur fondamentale, la liberté. On voit à quel point on est attaché dans notre monde moderne à la notion de liberté. Mais on l'entend surtout d'un point de vue politique. Ce qui compte, c'est de pouvoir faire ce que je veux, pour le dire autrement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une contrainte collective, sociale, normative, extérieure, qui m'empêche d'être moi-même, de me réaliser, de m'accomplir. Ça, c'est le propre de la modernité. C'est l'autonomie du sujet qui veut se donner ses règles personnelles et qui n'a pas envie qu'on lui impose des règles qui, en tout cas, freineraient son épanouissement personnel. Et on peut très bien comprendre. Pour moi, c'est un véritable progrès que les libertés politiques. C'est-à-dire que la possibilité de choisir son mariage. Alors qu'il y a plein de pays, les mariages sont imposés. La possibilité de choisir son mode de vie, son métier. La possibilité de choisir sa religion ou l'absence de religion. Quel progrès!
Parce qu'il y a encore des continents, des civilisations où on ne peut pas choisir sa religion. On doit avoir la même religion que le collectif. Et puis la possibilité aujourd'hui de choisir sa sexualité. Donc on voit à quel point, je crois, c'est un progrès profond. Cette liberté qui est donnée aux individus de choisir ce qui leur correspond le mieux pour s'épanouir en tant qu'individu, tant qu'ils ne font pas de mal à autrui. Mais, est-ce que la liberté s'arrête là? Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui font tout ce qu'ils veulent, et on se dit, on ne les sent pas libres du tout. Parce qu'ils sont esclaves de leur pulsion, esclaves de leur passion, esclaves de leur ignorance. Et donc on voit très bien qu'on peut faire tout ce qu'on veut et ne pas être libre du tout, intérieurement. Et donc il est très important de distinguer cette liberté politique d'une liberté intérieure. Et là, beaucoup de philosophes nous éclairent sur cette liberté intérieure, qui fait que la liberté la plus profonde, c'est d'être conscient, c'est d'être lucide, c'est de pouvoir orienter sa vie à partir d'une vraie connaissance de soi. Connais-toi toi-même. C'est la base. C'est à partir de cette connaissance de soi qu'on va pouvoir bien orienter sa vie et on fera des choses en fonction de ce que nous avons expérimenté, découvert, compris, qui sera adéquate. Et là, on retombe sur notre ami Spinoza, qui est très intéressant parce qu'il est paradoxal. Il nous dit le libre arbitre n'existe pas. Personne ne va choisir complètement librement de faire telle ou telle chose. Nous sommes tous déterminés par un tas de causes qui viennent de notre enfance, qui viennent de notre caractère, qui viennent de notre sensibilité, qui viennent de nos gènes, on dirait aujourd'hui, et c'est tout ça qui nous détermine. Et donc, croire qu'on a choisi d'être prof de maths de manière totalement libre, il n'y croit pas. Qu'on a choisi tel conjoint de manière totalement libre, non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est passer de l'esclavage, de l'illusion et des passions, à la libération et à la liberté intérieure par la connaissance pour être conscient et lucide de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Et plus nous allons être conscients et lucides, plus nos choix seront éclairés, plus ils exprimeront profondément un potentiel que nous avons en nous, quelque chose que nous avons en nous, que nous connaissons, que nous avons identifié, qui nous met dans la joie. Je vais en parler tout à l'heure à propos de la joie. Et donc nous allons de plus en plus être heureux, être joyeux, parce que nous allons bien orienter nos désirs. Et la question de Spinoza, c'est ça, c'est la question de l'orientation du désir. Il s'agit de bien orienter nos désirs. Or, la plupart de nos désirs sont inconscients, viennent de nos pulsions, viennent de traumas que nous avons de nos enfants, de notre enfance, viennent de la culture, viennent de la société globale, et Spinoza n'en parle pas, mais je rajoute, sont mimétiques. Nous désirons ce que les autres désirent. Voir, c'est de la convoitise. Nous désirons ce que les autres possèdent. Il suffit de voir un enfant. Il a un jouet, son petit copain a un autre jouet, c'est ça qu'il veut. C'est beaucoup plus intéressant parce que c'est le jouet du copain. Et donc, le désir mimétique, c'est énorme. C'est quelque chose dont nous n'avons pas conscience. René Girard, l'anthropologue et philosophe René Girard, a écrit un livre remarquable dans les années 60 qui s'appelle « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». Et il nous dit, les romantiques nous mentent lorsqu'ils nous disent que tous nos désirs sont spontanés, sont naturels, sont sincères et que donc ils sont authentiques. Pas du tout. Ce que nous disent les romanciers, quand on lit leurs œuvres attentivement, c'est que tous nos désirs sont mimétiques. Nous désirons ce que des gens que nous admirons désirent. Un enfant désire ce que ses parents désirent. C'est un modèle, et il désire ce que ses parents désirent. Un adolescent, il arrête de désirer ce que ses parents désirent, il fait l'inverse. Mais il va désirer ce que ses copains désirent. Il va désirer ce que les influenceurs sur les réseaux sociaux désirent. Il a besoin de ce que les stars désirent. Un jeune adulte, il va désirer ce que son patron désire. Il veut la même voiture, il veut la même maison. Et donc, nous ne cessons de désirer ce que les gens que nous admirons désirent. Et il prend des exemples chez 5 romanciers, Cervantes, dans Don Quichotte, Le Rouge et le Noir, Stendhal, Flaubert, Madame Bovary, Dostoïevski, les frères Karamazov, et Proust, La Recherche du temps. Et là,
il prend plein d'exemples en nous montrant, regardez, prenez Madame Bovary, elle calque son désir amoureux sur les romans, les héroïnes des romans qu'elle lisait, ces romans à l'eau de rose, c'est ça qui guide sa vie amoureuse. Regardez Le Rouge et le Noir de Stendhal, bien finalement, Julien Sorel, il désire changer de milieu social et il désire ce que les gens qui l'admirent désirent. Et M. Drenal, qui va l'engager, il va l'engager parce qu'il s'aperçoit qu'il a un de ses rivales qui veut l'engager comme précepteur pour ses enfants. Il se dit, mais non, je veux moi, désir mimétique. Et puis à la fin du roman, Julien Sorel, pour reconquérir le cœur de Mathilde, qui s'est éloignée de lui, il va s'arranger pour qu'une autre femme tombe amoureuse de lui. Et Mathilde, voyant qu'une autre femme est amoureuse de lui, va retomber amoureuse de lui. Enfin bon, bref. On passe son temps à désirer ce que les autres désirent. Donc le désir est essentiellement mimétique. René Girard dit tous les désirs sont mimétiques, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que plus nous progressons dans la connaissance de nous-mêmes, etc., plus nous sommes capables d'avoir des désirs personnels. Mais ça ne se fait pas à 12 ans, ça ne se fait pas à 15 ans, ça se fait souvent plus tard, et lorsque, vers le milieu de la vie, on s'aperçoit que finalement on a des échecs, on a des tristesses, on a des peurs, on a des choses qui ne nous conviennent pas, et on se dit, mais au fond, pourquoi je suis sur Terre? Quel sens donner à ma vie? Et là, on se pose ces questions fondamentales pour aller vers soi, vers quelque chose de juste, quelque chose qui nous convient. Ce que Carl Gustav Jung, à qui j'ai consacré un livre il y a 2 ans, appelle le processus d'individuation. Et l'individuation, ce n'est pas l'individualisme, c'est devenir l'être singulier que je suis, devenir moi-même. Et pour ça, toujours pareil, la connaissance de soi. L'expérience de soi, la connaissance de soi. Et Jung nous dit, c'est souvent entre 35 et 50 ans qu'on fait son processus d'individuation. On dira plus trivialement, c'est la crise du milieu de la vie. Parce qu'on commence à s'apercevoir que la mort n'est pas très loin. Et qu'à un moment donné, il faudra peut-être aller vers les choses les plus importantes. Il faut peut-être apprendre à mieux se connaître. Et puis on a vécu des crises, on a divorcé, on se pose des problèmes, on a des échecs, on a eu des morts, des deuils autour de nous. Et là on se dit, mais allons à l'essentiel. Allons vers quelque chose qui me convient vraiment. Et donc c'est à ce moment-là qu'on cherche à se connaître. Et par exemple, si je suis banquier, parce que mon père était banquier, mais que j'avais envie d'être pianiste, c'est le moment de se mettre au piano. On gagnera moins d'argent, mais on sera plus heureux. Ma petite sœur a vécu cette expérience, elle travaille dans une grosse boîte à Paris, elle était très malheureuse, elle adore la nature, et à 35 ans, elle a tout plaqué, elle est partie vivre dans un petit village du sud de la Drôme pour faire des plantes médicinales. Et elle me dit, je gagne 10 fois moins d'argent, je suis 10 fois plus heureuse. Parce qu'elle a fait un choix individuel, son choix, ce qui correspond à sa personnalité, à son tempérament, à ses aspirations. Et donc, il faut se poser ces questions. Et ces questions, on se les pose souvent, effectivement, vers le milieu de la vie. Et c'est pour ça qu'on voit plein de gens changer de métier. Regardez autour de vous le nombre de gens qui réorientent leur vie à partir de 30-35 ans, et ils deviennent thérapeutes, coachs, ils vont élever des vaches, on a envie de faire autre chose que le métier pour lequel on a été un peu programmé par la société, par notre famille, etc. Alors après, ça va plus loin le processus d'individuation. C'est d'une part faire ce qui nous convient, mais c'est aussi quitter tous les masques que nous avons. Jung nous parle de la persona. Vous savez ce que c'est que la persona? C'est le masque du théâtre grec, dans lequel les acteurs mettaient un masque pour qu'on les reconnaisse. Et on sait que c'est tel personnage, et puis on sait qu'il est triste parce que le masque est triste, ou on sait qu'il est joyeux parce que le masque est joyeux. Et donc on reconnaît les caractères des acteurs par la persona. Mais c'est un masque qu'on met pour jouer un rôle. Et Jung nous dit, nous avons tous une persona. Nous avons tous un masque social. Nous jouons des rôles. Et nous ne sommes pas nous-mêmes. Et nous le faisons pour être reconnus, pour être acceptés, pour être aimés, ou pour être efficace dans son métier. C'est vrai que si un gendarme, très gentil, vous arrête et vous dit « Excusez-moi monsieur, est-ce qu'éventuellement vous pourriez, même sans vous déranger, me montrer vos papiers si vous les avez, bien entendu, là, je ne vous ai pas vu. » Bon, on part, on rigole et on passe la première, on s'en va. Si vous dit « Monsieur, vos papiers », ben là, vous dites « Il a de l'autorité ». Donc, on est obligé d'obéir. Donc, il faut qu'un gendarme ait une persona d'autorité pour faire son métier. Mais quand il rentre chez lui, il ne faut pas qu'il dise « Les enfants à table ». Parce que là, il garde son autorité, mais elle est déplacée. Elle n'est pas juste. Un médecin, il faut qu'il ait une persona de compétence. C'est quand vous allez voir votre médecin, il regarde vos examens et dit « Oh là là, je ne comprends rien. Je ne sais pas si vous avez une grippe ou un cancer. C'est pas le même traitement, on va essayer les deux. »
honnêtement, vous partez en courant. Et vous allez voir un autre médecin qui va regarder vos examens, il va rester dubitatif quelques instants, il va vous dire on va faire d'autres examens complémentaires. Ou pire, s'il ne comprend rien. Il ne dira jamais je ne comprends pas. Il faut toujours qu'il ait l'air de comprendre. Donc on a tous des masques sociaux. Et des fois c'est nécessaire, enfin là c'est nécessaire. Si vous faites un entretien d'embauche, et vous dites, vous savez, je doute de moi, je suis quelqu'un d'extrêmement fragile, très instable, et j'aimerais bien justement qu'on me fasse confiance pour une fois. Qu'on me reconnaisse. Parce que mes parents n'ont pas reconnu. Bon, aucune chance d'avoir le poste. Hein. Moi, il faut tomber sur la Teresa, mais c'est rare quand même. Donc il faut avoir une persona. Mais il faut l'enlever dès qu'on rentre chez soi, et il ne faut pas être dupe de sa persona. Et puis Jung nous dit aussi, si on veut faire un bon processus d'individuation, c'est-à-dire être pleinement soi-même, il faut intégrer son animus et son anima. Alors c'est quoi? L'anima, c'est la dimension féminine de l'homme. L'animus, c'est la dimension masculine de la femme. Et Jung nous dit, il y a 100 ans, bien avant la théorie des genres, nous sommes tous hommes et femmes. Nous avons du féminin, du masculin, et il ne faut pas que les hommes refoulent la part féminine qui est en eux. Qu'il a en lui, et une femme, c'est là de l'autorité, qu'elle assume son autorité. Qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle vive la part dite masculine qu'elle en est. Donc on a les archétypes du féminin et du masculin, hommes et femmes, il s'agit de les vivre et de les intégrer. Et lorsqu'un homme refoule sa part féminine ou une femme sa part masculine, elle n'est pas elle-même. Elle s'adapte à la société, à la culture dans laquelle elle est, mais nous ne sommes pas nous-mêmes. Donc intégrer notre animus, notre anima. Il nous parle aussi de traverser notre ombre. Il nous dit au fond, nous avons tous une part obscure. Nous avons tous des grandes douleurs. Nous pouvons avoir des violences. Nous pouvons avoir des envies de meurtre. On a peut-être envie des fois de tuer son conjoint. Mieux vaut l'identifier. Parce que si on ne l'identifie pas, un jour on va craquer. Et ça va mal se terminer. Il ne faut pas refouler un sentiment de meurtre. Je me souviens d'une amie qui juge à Caen. Elle me dit un jour, j'ai eu à juger, dans une cour d'assises, un paysan de 80 ans qui avait tué sa femme d'un coup de fusil après 60 ans de mariage. Et elle me dit, mais pourquoi? Et elle a dit, bah, ça fait 40 ans ou 60 ans, je ne sais plus, que tous les soirs avant de me coucher, c'est mon petit plaisir, je mets un verre de vin sur ma table de chevet. Comme ça, le matin, mon petit plaisir, c'est de boire un petit coup. Dès que je me réveille. Bon, en Normandie, c'est pas surprenant. J'espère qu'il n'y a pas de Normands parmi vous. Non, non, je plaisante, hein. Rassurez-vous. Et donc, il dit, ça fait 60 ans que toutes les nuits, elle boit mon petit verre de vin. Pour que j'en ai le moins possible. Bon, elle devait le trouver un peu alcoolique, à mon avis. Et ça fait 60 ans que j'en peux plus, que j'ai une colère contre elle, et là ça a été la fois de trop. Poum. Donc vous voyez, il a refoulé pendant des années une colère, et un jour ça pète. Il avait envie de la tuer depuis longtemps. Mais au lieu de lui dire, écoute, arrête, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas refouler les choses, il faut reconnaître son ombre. Il faut reconnaître ses colères, ses peurs, les choses qui nous habitent, qui sont violentes, ou les défauts, enfin, il faut reconnaître son ombre. Et Jung nous dit, on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant son ombre. Je trouve que c'est une phrase remarquable. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant son ombre. On devient lumineux parce qu'on a traversé l'enfer de nos passions, qu'on les a identifiés, on les a reconnus et on les a sublimés, pour prendre un terme freudien. Et donc, il est essentiel de faire tout ce travail d'individuation pour devenir pleinement soi et orienter sa vie, non pas par l'extérieur, par le désir mimétique, par la convoitise, mais par la raison, en fonction de mes aspirations les plus profondes. Et là, c'est une forme de liberté. Et on rejoint Spinoza, c'est-à-dire qu'on peut découvrir une liberté intérieure, même s'il n'y a pas de libre arbitre, on peut quand même progresser dans une liberté intérieure qui fera qu'on ne sera plus l'esclave de la société ou de nos pulsions. Il y a un éclairage de la raison qui nous permet de bien orienter notre vie. Alors, cette liberté intérieure,
elle n'est pas donnée tout de suite. On ne naît pas libre, on le devient. Ça me paraît une des choses les plus importantes à faire, devenir libre. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Quitter l'esclavage, c'est le travail de toute une vie. Donc pour moi, c'est une valeur fondamentale. Et quand je parle de liberté, je parle à la fois de liberté politique et de liberté intérieure. Pouvoir faire ce qui est juste pour moi sans qu'on m'empêche de le faire, donc vivre dans un pays où je peux faire ça, et en même temps, faire des choses qui me permettent de réaliser le meilleur de moi-même, et de ne pas vivre simplement dans la compulsion des pulsions ou dans le regard des autres. Donc voilà pourquoi je crois que la liberté, c'est vraiment une inspiration fondamentale de l'être humain, à la fois politique et intérieure, qui nous permet de grandir en humanité, et que quand on associe bien l'amour et la liberté, ça s'appelle la joie. Quand vous êtes dans une relation d'amour et que vous vous sentez libre, vous êtes pleinement joyeux. Quand vous êtes dans une relation d'amour, vous ne vous sentez pas libre, il y a un peu de tristesse. Quand vous vous sentez libre mais qu'il n'y a pas de relation d'amour, il vous manque quelque chose. Mais quand on sait, dans nos vies, allier l'amour et la liberté, quel pied? C'est ça, je pense, que consciemment ou inconsciemment, on cherche tous à faire. Allier l'amour et la liberté. Et aujourd'hui, je crois que dans la plupart des couples, ce qui se joue, c'est ça. Comment concilier l'amour et la liberté? Comment être moi tout en étant relié à l'autre? Comment aimer sans perdre mon individualité? Comment concilier nos désirs mutuels qui ne sont pas forcément les mêmes? Nos aspirations. Et je pense que la solidité, la force d'un couple, c'est ça. C'est l'association entre l'amour et la liberté, et c'est valable pour tout dans la vie. Donc, une des premières expressions de la joie, pour moi, c'est vraiment réaliser la bonne harmonie de l'amour et de la liberté. Alors la joie, je le mets comme quelque chose qui fait partie du sens de la vie, parce que je crois que c'est le suprême désirable. C'est Robert Misrahi, qui est un philosophe contemporain, qui dit ça, je trouve ça très juste. Tout ce qu'on recherche, on le recherche parce que ça nous apporte de la joie. Au fond, ce qu'on recherche, c'est la joie. Quand on aime quelqu'un, ce qu'on recherche, c'est la joie que nous apporte la rencontre avec l'autre. Quand on fait une activité, on recherche la joie que nous apporte cette activité. Tout ce qu'on recherche derrière toutes nos activités, c'est la joie. La joie, c'est, d'une certaine manière, l'incarnation sensible du bonheur. C'est le bonheur incarné dans une émotion. Parce que quand vous vous impliquez vraiment dans la vie, vous ne cherchez pas à être dans le détachement, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir des chaos, il peut y avoir des erreurs, mais vous avez des grandes joies. Et là, on est typiquement dans la philosophie de Nietzsche. Nietzsche déteste les philosophies qui recherchent que la tranquillité, ne pas souffrir. Au début, il a été fasciné par le bouddhisme dans son combat contre le christianisme. Parce que pour lui, le christianisme, c'était juste pas possible. Une religion comme ça, révélée, qui nous dit qu'on sera heureux dans l'au-delà, etc. Pour lui, c'est le nihilisme suprême. C'est-à-dire qu'on nie la vie au nom d'une vie dans l'au-delà. C'est ça le nihilisme de Nietzsche. On nie la vraie vie au nom d'une vie illusoire. Et on peut souffrir dans cette vie parce qu'on sait que dans l'au-delà, on reviendra le paradis. Donc, alors, quand il découvre le bouddhisme, il est plein d'admiration, parce que c'est beaucoup plus pragmatique, rationnel. On cherche à être heureux dans cette vie. Et en même temps, plus il va découvrir le bouddhisme, plus il va dire, il y a un truc qui ne me plaît pas dans le bouddhisme, c'est justement ce refus de la souffrance. Cette recherche permanente du bien-être, du confort, je cherche à ne plus souffrir. Et il dit, vaut mieux accepter la souffrance, c'est nous mettre dans des joies plus grandes, c'est nous permettre d'être plus humains, c'est nous permettre d'être plus aimants. Et là, on voit très bien que l'évangile, par exemple, c'est ça. C'est que Jésus, il souffre. Il accepte de mourir. C'est qu'il y a une souffrance sublimée qui conduit à la joie. Et dans ce sens-là, Nietzsche est beaucoup plus proche des évangiles que du bouddhisme. Et Nietzsche nous dit qu'il s'agit d'apprendre à aimer la vie de manière inconditionnelle. Et que la joie, la plus grande joie, luxe, ça vient de l'acceptation totale de la vie. Amor fati, c'était sa devise, qui est une devise des anciens. Aime ton destin, aime la vie comme elle est. Et donc tu seras dans la joie la plus grande lorsque tu aimeras la vie, non pas parce qu'elle t'apporte des choses positives, mais que tu l'aimeras telle qu'elle est, de manière inconditionnelle, comme on aime un enfant de manière inconditionnelle.
C'est agapé appliqué à la vie. On aime inconditionnellement la vie, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses tristesses, avec ses joies, avec ses deuils. Et donc il dit, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est la musicalité de la vie. Vous savez que Nietzsche était mélomane, il adore la musique. Et il nous dit, ce qui est émouvant dans un morceau de musique, c'est qu'il y a de la variété. Si un morceau est tout le temps joyeux, c'est lassant. Si un morceau est tout le temps triste, c'est lassant. Si un morceau est tout le temps enlevé, c'est lassant. Si un morceau est tout le temps lent, c'est lassant. Ce qui est beau, c'est qu'il y a une alternance de sons, de silence, de morceaux enlevés, de morceaux lents, de passages tristes et de passages joyeux. Et il a raison. C'est ça qui nous aide, qui nous émeut, c'est toute la gamme des sentiments humains. Et donc, aimer la vie, dire un grand oui sacré à la vie, son expression dire un grand oui sacré à la vie, c'est ce qui nous met dans la plus grande joie. Et là, on rejoint un tas de mystiques. Un tas de mystiques qui ont dit la même chose. Un tas de sages dans d'autres traditions. Dans le taoïsme, par exemple, c'est une philosophie de la joie. Alors que le confucianisme est plutôt une philosophie de la sérénité. Et ce qui compte dans le taoïsme, c'est de retrouver la spontanéité des enfants. Le modèle du sage confucéen, c'est le vieux. Le vieillard qui sait, qui est vertueux, qui se maîtrise et qui transmet sa connaissance. C'est le modèle du sage. Le modèle du sage taoïste, c'est l'enfant qui ne sait pas. C'est l'enfant qui découvre. C'est l'enfant qui s'émerveille. C'est l'enfant qui est spontané. C'est l'enfant qui est dans la joie. Et ils nous disent, les enfants sont tous des grands sages, et nous allons passer notre vie à redevenir des petits-enfants. C'est tellement vrai. Les enfants sont des grands sages. Les petits-enfants, hein, après, ça se complique. Dès qu'ils commencent à être dans l'ego, la comparaison, le machin, bon, ça, ils deviennent comme les adultes. Mais les petits-enfants sont dans l'émerveillement permanent. Ils sont dans l'instant présent. Ils sont dans la spontanéité, la simplicité, la joie. Toutes les qualités qu'on cherche à avoir pour devenir un peu sage ou un peu grandir en spiritualité, grandir en humanité. Et donc, au fond, pour les taoïstes, il faut redevenir comme des petits-enfants. C'est le modèle de la sagesse. Et les enfants, ils sont dans la fluidité. Ils acceptent les choses. Alors, un peu trop, parce qu'ils vont accepter la maltraitance. Mais ils sont dans l'acceptation. Et donc, il faut qu'ils apprennent à se protéger. Mais en même temps, ils ont cette ouverture extraordinaire du cœur et d'esprit. Et d'ailleurs, je parle de l'acceptation. J'en parlais de cette philosophie un jour à une conférence, et il y a un médecin qui est chef de service d'un service de cancérologie pour enfants. Il est venu me voir à la fin, il me dit, ce que dit Nietzsche là est totalement vrai. Enfin, ce que vous dites dans cette conférence est totalement vrai. Il me dit, je vois arriver, il traite des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont des leucémies, etc. et tout. Il me dit, ils sont joyeux. C'est les parents qui sont tristes. Et quand on voit arriver les parents, on se dit, zut, ça va les attrister. Parce qu'ils vont, du coup, comme ils savent que leurs parents sont tristes, ils n'osent plus exprimer la joie naturelle qu'ils ont dès que leurs parents ont tourné le dos. Immédiatement, ils sont joyeux, ils sont dans le jeu, ils sont dans le présent. Ils vivent dans l'instant présent. Ils ne pensent pas, je vais mourir, ils savent, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc, ils vivent dans l'instant présent, dans le jeu, dans la rencontre, dans l'amour, dans la communion, dans le partage. Et il me dit, c'est presque indicible, parce que c'est choquant. Mais il me dit, je vois beaucoup plus de joie que de tristesse chez les petits-enfants qui vont mourir d'un cancer. Ce ne serait pas un médecin qui me l'aurait dit, je ne le dirais pas. Parce que moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Un médecin qui me l'a dit. Et donc, il y a cette joie, cette spontanéité chez les enfants, parce qu'ils sont dans l'acceptation totale de ce qui est. Amor fati, ce que vivent les enfants. Alors quand on parle d'aimer son destin, en même temps, il faut nuancer. Parce qu'il ne faut pas tomber dans une forme de fatalisme. Le fatalisme, ce serait de dire tout ce qui arrive est bien, et je cherche à rien changer. Et là, je pense qu'il faut faire une nuance importante. Il ne s'agit pas de chercher à rien changer. Il faut distinguer, comme le dit Épictète, qui est un grand sage stoïcien, il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est nos représentations, nos émotions, les idées qu'on se fait sur les choses, etc. Et ça, on peut les changer. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le destin, donc les événements du destin. C'est une maladie nous tombe dessus, on ne peut pas la soigner. Il nous arrive une épreuve, on ne peut pas la soigner, on perd son boulot, on y est des fois pour rien. Vous êtes pris dans une guerre, voilà. Ça ne dépend pas de nous. Et il nous dit, tout ce qui dépend de nous et qu'on peut changer, faisons tout pour le changer. Ça dépend de nous battre pour la justice. Quand on est dans un pays où il y a de l'injustice, on peut se battre pour
améliorer la justice. Et d'ailleurs, dans des pays où les religions sont très fatalistes, je pense particulièrement à un pays que j'aime beaucoup, hein, mais il faut reconnaître qu'il y a un grand fataliste, c'est l'Inde. Et moi j'ai été longtemps en Inde, et j'étais surpris de voir qu'on laissait des gens mourir dans la rue. Mais quand je disais pourquoi on les aide pas, c'est leur karma. C'est leur karma, il ne faut pas les aider, c'est leur karma. Et ce sont les missionnaires chrétiens qui ont commencé à s'occuper de ces gens-là, parce qu'on dit on ne peut pas les laisser mourir dans la rue. Et après les hindous ont pris la relève, mais fondamentalement c'est inscrit dans la religion hindoue qu'on accepte le destin tel qu'il est, pour ça qu'il y a la société des castes. On accepte d'être né dans une société hors caste ou autre. C'est le fatalisme. Et évidemment, cette idée-là, c'est pas du tout ce que je suis en train de développer. Lorsqu'on est face à de l'injustice, lorsqu'on est face à de la misère, eh bien qu'on fasse tout pour améliorer les choses. Mais lorsqu'on ne peut plus rien faire, mieux vaut accepter les choses. Lorsqu'on tombe malade, si on peut se soigner et guérir, tant mieux. On ne va pas dire, je suis malade, Inch'Allah, et je vais mourir. Non, on va chercher à guérir. Par contre, si j'ai une maladie incurable, mieux vaut l'accepter. Et donc, Épithète nous dit, en fait, lorsqu'on est face à des choses du destin qu'on ne peut pas changer, mieux vaut l'accepter joyeusement que de subir le destin dans la colère et le ressentiment. Parce que sinon, on va souffrir 2 fois plus. On va souffrir de l'épreuve et on va souffrir du refus de l'épreuve. On a tous connu ça. Tous ceux d'entre nous qui ont eu des hospitalisations, des choses pénibles, on se rend compte que si on est dans la colère, on souffre 2 fois plus. Et donc, l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer soulage la souffrance. On n'ajoute pas à la souffrance physique une souffrance morale. Et donc, c'est pour ça qu'il s'agit d'une acceptation qui est instaurée. Elle n'est pas subie. On accepte les choses, c'est-à-dire qu'on instaure l'acceptation. Ce n'est pas quelque chose de passif. Il s'agit d'instaurer notre vie. Comme le dit Spinoza, il s'agit d'être dans l'activité et pas dans la passivité. Donc, la plupart des gens subissent leur vie. Il s'agit d'instaurer notre vie, d'instaurer notre morale, de faire des choix conscients, lucides. Et la philosophie nous aide à faire des choix le plus conscients, lucides possible, pour faire des choix qui vont nous permettre de grandir et d'être dans la joie. Et là, on rentre au cœur de la philosophie spinoziste. Je regarde combien de temps il me reste pour vous en parler. Oui, ça passe vite. Hein. On parle, et Spinoza nous dit, tout organisme vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir. C'est le fameux conatus de Spinoza. C'est l'effort pour persévérer, c'est-à-dire pour rester en vie, et pour grandir, pour croître. Et lorsque nous grandissons, il y a un sentiment qui accompagne cette croissance de l'être, qui est la joie. Et lorsque nous diminuons, ou que nous sommes face à des obstacles qui nous empêchent de grandir, nous sommes dans un sentiment de tristesse. Et on le voit très bien. Chaque fois qu'on rencontre un obstacle qui nous empêche de nous accomplir, d'être nous-mêmes, on est dans la tristesse. Chaque fois que nous sommes dans une relation toxique, on est dans la tristesse. Alors que chaque fois qu'on peut progresser, qu'on apprend quelque chose, qu'on se réalise de manière juste pour soi, on est dans la joie. Et donc, il s'agit de découvrir par la raison, par l'expérience, tout ce qui nous met dans la joie. Tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui nous aide à grandir, à nous accomplir comme individus singuliers. Parce que nous avons à la fois une nature universelle, que nous partageons avec tous les êtres humains, et nous avons une nature singulière. Et cette nature singulière fait que si nous ne l'écoutons pas, nous serons dans la tristesse parce que nous n'avons pas réalisé cette nature singulière. C'est pour ça que la joie, pour lui, c'est fondamentalement l'expression de notre singularité. Trouver les aliments qui sont bons pour nous. Et du coup, nous serons en bonne santé. Et la bonne santé, c'est la joie du corps. Et pour ça, il faut expérimenter que tel aliment, il me rend malade. Donc une forme de tristesse. Trouver les relations qui sont bonnes pour nous. Il y a des gens qui sont toxiques pour nous. Il y a des gens qui nous font du mal. Il faut s'en séparer le plus vite possible. C'est pas toujours facile. C'est des gens de sa famille. Et donc, s'éloigner, nous dit Spinoza, des mauvaises rencontres. Mais les rencontres, notre corps, au sens large du terme, nous permet de grandir et donc d'être dans la joie. Donc le bon critère, c'est la joie. Mais évidemment, il faut que ce soit accompagné d'idées adéquates. Parce qu'il peut y avoir des fausses joies. J'en reviens à l'amour, ce qu'on appelle des joies passives. C'est des joies qui sont induites par des idées inadéquates qui fait que je vais m'associer avec des gens qui ne me correspondent pas.
mais je les idéalise ou je les désire, et du coup je les supporte. Mais elles ne sont pas bonnes pour moi. Il y a des idées, il y a des concepts, il n'y a pas des concepts, il y a des croyances qui ne sont pas bonnes, qui sont toxiques pour moi. Mais il y a d'autres croyances qui peuvent me faire du bien. Et donc il s'agit de trouver ce qui me correspond, ce qui me fait du bien, ce qui me fait grandir, ce qui est conforme à ma nature. Et pour Spinoza, la joie vient essentiellement de ça. De cette capacité de découvrir ce qui est bon pour moi. Et donc c'est le fruit de l'expérience qui, par la raison et l'intuition, parce que Spinoza nous dit que l'intuition c'est l'octave supérieure de la raison, qui fait que nous avons des connaissances de certaines choses sans avoir fait tout le raisonnement qui nous permet d'arriver à la conclusion. Et il nous dit qu'il faut apprendre à développer son intuition. Mais il nous dit pour développer son intuition, il faut d'abord développer sa raison. Sinon, nous allons confondre l'intuition et le désir. Et nous allons dire, chaque fois que nous aurons une intuition, ah tiens, c'est une intuition. Enfin, plutôt chaque fois que nous aurons un désir, nous allons dire c'est une intuition. Ah, cette personne, tiens, on va dire à sa copine, j'ai rencontré un mec, je sens que c'est l'homme de ma vie. Peut-être pas. Peut-être que c'est un homme que tu désires très fortement. Et c'est pour ça que tu dis que c'est l'homme de ta vie. C'est peut-être pas une intuition. Et donc, Spinoza nous dit qu'il faut d'abord développer la raison. Parce que la raison va nous permettre de penser de manière juste, d'avoir une bonne observation, une bonne compréhension, une bonne analyse de tous nos mécanismes, de nos affects et de nos idées, et du coup de développer des idées adéquates. Et plus on aura développé des idées adéquates, plus on saura reconnaître une intuition, et donc savoir que là, il y a une vérité qui est juste, même si on ne peut pas la démontrer. Voilà, donc Spinoza, et on peut en parler pendant des heures, c'est le grand philosophe de la joie. Parce qu'il nous dit, au fond, toute l'existence humaine tend vers la joie. C'est le sens de notre vie, c'est de découvrir la joie, une joie personnelle profonde. Donc je pense qu'entre l'amour, la liberté, la joie, je vous laisse choisir, les trois, c'est mieux. 3 pour le prix d'un. En tout cas, c'est pour moi, véritablement, le sens de la vie humaine. C'est ce qui nous permet d'être le plus épanoui, le plus heureux, et de nous accomplir à travers ces grandes expériences. Et j'ajouterai un point, c'est que je crois, comme on vit en communauté, en collectivité, en société, qu'il est très important d'ajouter une notion fondamentale qui est la justice. Parce que être dans l'amour, dans la liberté ou dans la joie sans justice, vivre heureux égoïstement, se faire des petites joies tout seul, c'est mieux que les grandes joies collectives. C'est tout sympa si on gagnait la Coupe du Monde de rugby. Ce serait une belle joie. Plutôt que simplement de se regarder sa petite série sur Netflix. C'est une petite joie. Et donc finalement, les joies collectives sont très profondes. L'amour, le partage, quand il est vécu à un niveau collectif, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour ça, on a besoin de la justice. La justice, ça va encadrer la liberté, l'amour et la joie. C'est vraiment une vertu sociale fondamentale. Et je vais terminer pour vous donner un exemple par un atelier philo que j'ai fait avec les enfants à Paris, 8 jours après les attentats du Bataclan. Donc vous imaginez, maintenant dans quel état on était. Et ils avaient choisi de poser cette question: qu'est-ce qu'une vie réussie? C'était des enfants de CM1, donc 9-10 ans. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Et c'est marrant d'ailleurs, c'est une anecdote, c'est pas ce que je veux vous dire, mais la première réponse, ça a été mourir sans regret. Ça m'a donné à réfléchir. J'avais jamais pensé à ça. Une vie réussie, c'est mourir sans regret. On aurait pu en rester là. Bon, après, les enfants, ils ont continué de parler en disant, au fond, une vie réussie, c'est être heureux. Si on est heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Et c'est pas faux. Parce que quand on aime ses enfants, qu'est-ce qu'on veut pour eux? Qu'ils soient heureux. On se dit, ben, on a envie que nos enfants soient heureux. Sois heureux. Fais le métier que tu veux, je m'en fous. Je veux que tu sois heureux. Tu vas réussir ta vie parce que tu vas être heureux. Donc, il commence par me donner plein d'exemples. Si on est heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Et il y a un enfant qui dit, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est là que le débat philo devient intéressant. C'est dès qu'il y a de la contradiction. Et je lui dis pourquoi. Et il dit, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que les terroristes, quand tuaient tous les gens dans le Bataclan, ils sont morts heureux. Parce qu'ils voulaient atteindre le paradis. Et donc, ils sont morts heureux. Et ils ont raté leur vie. Et je dis pourquoi ils ont raté leur vie? Parce que leur bonheur s'est fait sur le malheur des autres. Et donc, ça ne suffit pas pour moi de dire que être heureux, c'est réussir sa vie. Il faut aussi respecter les autres. Il faut aussi, il ne l'a pas dit,
Mais c'est ça, vivre dans la justice. Et je lui dis, tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans, qui a dit la même chose que toi. Socrate. Socrate a dit, il y a la vie heureuse, c'est bien, mais la vie bonne, c'est encore mieux. Et la vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. Et il me répond, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. C'est ça la philosophie. Merci. Alors merci Frédéric de nous avoir fait cette grande joie. Je crois que nous allons repartir chez nous avec un bonheur immense qui va nous permettre de vivre des semaines heureuses. Alors évidemment, vous avez peut-être les unes et les autres des questions à poser. Joël passera le micro de ce côté et moi je me ferai de ici. Je voudrais ajouter, on vous l'a dit au départ bien sûr, ceux et celles qui voudraient nous quitter maintenant penseront peut-être aux bonnes œuvres de Frédéric et on vous demandera si vous le souhaitez, donne qui peut, c'est-à-dire non pas une pièce de monnaie mais un petit billet de 5 ou 10 fois 5, ça sera encore mieux, n'est-ce pas, pour les œuvres de Frédéric. Bon, que je vous dise ce que c'est les œuvres. C'est des associations que je soutiens, donc il y a l'association SEB qui vit que de dons. Parce qu'on forme beaucoup de gens qui font des ateliers philo, mais il y a plein de bénévoles qui travaillent, etc. et tout, il y a des frais, donc il faut bien qu'on les paye aussi. Donc je voudrais donner quelque chose notamment pour celles ici. Il y a des associations pour les animaux, et notamment je voudrais aider une association locale. Il y a également des associations qui aident des enfants autistes que je soutiens, donc voilà. Et donc chaque fois que je fais des conférences, j'essaie de donner un peu à ces diverses associations. Donc si vous pouvez en sortant donner un petit quelque chose, eh bien ce serait vraiment très gentil. Et moi je préfère faire des conférences comme ça si elles sont gratuites et après chacun donne ce qu'il veut. Alors juste au niveau de l'organisation, on va sortir par là. Pour les dédicaces, on va les faire à l'extérieur. Pour les dédicaces, on va les faire à l'extérieur. On va faire des questions-réponses avant, mais que vous allez commencer à sortir. Et du coup, c'est ceux qui étaient à l'extérieur qui vont faire les dédicaces en premier. Et après, on va suivre le fil comme ça. Donc, on va sortir plutôt de ce côté-là, parce que là, on est en train d'installer par là-bas, s'il vous plaît. Pour les questions, les questions courtes. Oui, bonsoir. Moi, c'est tout. Je suis là. J'ai entendu que la question c'était la vie a-t-elle un sens? La réponse que j'ai entendue, il me semble que c'était beaucoup ma vie a-t-elle un sens? Enfin, notre vie en tant qu'humain, est-ce que la vie de l'humain a un sens? Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des philosophes ou des sages d'autres traditions qui ont éclairé cette question-là avec une question plus large? Parce que la vie existait avant l'humain. Et est-ce que de se poser la question, est-ce que la vie, quel est le sens de la vie indépendamment de l'humain? Ça peut peut-être nous aider à comprendre quel est le sens de notre vie d'humain. Oui, c'est une bonne question. Évidemment que l'observation scientifique de la vie par la biologie permet de voir que la vie cherche à se maintenir. C'est-à-dire le sens de l'existence pour tous les vivants, et c'est déjà ce que dit Spinoza, c'est de persévérer dans son être. Et donc tous les vivants cherchent à persévérer dans leur être. C'est la reproduction de l'espèce. Et on voit que tous les mécanismes se mettent en place pour que l'espèce puisse durer le plus longtemps possible. Donc ça, c'est une finalité immanente. Ce n'est pas un choix, évidemment. C'est quelque chose d'instinctif et de naturel. Donc on voit que d'un point de vue naturel et instinctif, la vie cherche à se maintenir. L'espèce cherche à se maintenir. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est le choix qu'on peut faire, parce que l'être humain a cette capacité de conscience qui lui permet d'orienter sa vie. Et c'est pour ça que c'est une question qui touche essentiellement l'humain, d'un point de vue philosophique. Il n'y a pas une dissonance entre le fait que la vie veut se
se perpétuer, et qu'en même temps, ben, l'humain ne semble pas être en train de la perpétuer, enfin de Alors là, oui. conscience de ça. Tout à fait. Donc, où est... Eh ben, c'est le problème de la conscience, c'est que c'est un cadeau empoisonné. J'y vais de travers. C'est très actuel ce que vous dites. C'est qu'effectivement, le grand paradoxe, c'est que l'être humain a cette conscience morale qui lui permet d'orienter sa vie, d'avoir une éthique, de faire des choix, peut-être de dépasser l'instinct. Et en même temps, cette conscience va faire qu'il va faire des choix et des orientations de vie qui peuvent paradoxalement conduire à l'extermination de la vie, et notamment de la vie humaine. Donc il est possible, et on le voit aujourd'hui avec le grand défi écologique, il est possible que les humains se suicident. Parce que les insectes vont nous survivre. La vie continue. Pas de tout, malheureusement pas de toutes les espèces, parce qu'on est en train de détruire quantité d'espèces. Mais il y a des espèces très résistantes qui survivront au réchauffement climatique. L'humain, certainement pas. Donc le grand paradoxe, c'est cette conscience qui nous a fait faire inventer un tas de choses, faire des grandes choses au niveau de la morale. Parce qu'aujourd'hui, le fait que nous ayons une conscience du respect de tous les vivants, les animaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, en parallèle, nous avons des modes de vie consuméristes qui détruisent la planète. Et là, c'est plutôt notre striatum, notre cerveau primaire, qui nous pousse à consommer toujours plus, alors que notre cortex cérébral nous pousserait à réfléchir, à faire pause et à respecter la vie. Bien, en fait, il y a un conflit entre les deux, et je crains que le striatum l'emporte sur le cortex. Voilà. Monsieur là-bas à droite. Bonsoir. J'ai une question concernant la complicité. J'aime bien l'idée de dire que toute personne doit pouvoir vivre une aventure dans sa vie et accomplir une aventure dans sa vie. Ce soir, on n'a pas vraiment évoqué ça, dans le sens où je voudrais avoir votre avis sur le fait ce que je disais, c'est-à-dire toute personne doit vivre, pour moi, toute personne doit vivre une aventure dans sa vie, la pousser au maximum, et quitte à échouer, quitte à ne pas y arriver, mais tenter et pouvoir avoir un retour sur soi-même. On parlait tout à l'heure de l'individuation qui arrive à un âge avancé. Quand on arrive à cet âge avancé, de dire j'ai tenté ça, j'ai vécu mon aventure, entre guillemets, je suis fier de moi et je peux partir. Tout à fait. Mais vous avez raison. Après, tout ce que j'ai dit peut s'incarner comme ça. Parce que quand vous cherchez à avoir une aventure personnelle, à faire que votre vie soit une belle aventure, Nietzsche dira, faites de votre vie une œuvre d'art. Vous allez développer une créativité, des qualités, des talents. Et au fond, qu'est-ce que vous allez rechercher? La joie. Ce que vous recherchez derrière tout ça, derrière cette aventure, c'est la joie. La joie de pouvoir vivre quelque chose de fort, de singulier, qui vous fait faire plein de découvertes. Et qu'est-ce qu'il y aura dans cette découverte? Il y aura de l'amour. Est-ce que vous avez envie de faire une aventure sans amour? Est-ce que vous avez envie de faire une aventure tout seul? Personne n'a envie de faire une aventure qui est uniquement personnelle. On a besoin de la relier aux autres. On a besoin de rencontrer des gens. On a besoin de transmettre quelque chose. Donc l'amour est présent. Et bien sûr la liberté, parce qu'il faut que cette aventure, ce soit la vôtre, et pas celle que vos parents vous ont dit de faire. Donc on retrouve tout à travers cette belle métaphore de l'aventure, de la vie comme une aventure personnelle. Donc merci de ce témoignage. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. C'est pas ça sera pas une réflexion. Oui, je vous écoute, vous êtes où? Bonsoir, je suis là. En bas. Salut. Ah ok. Bonsoir Frédéric, je vous remercie pour la riche conférence. Et je me pose la question, si vous n'aviez pas été cuit et recuit, quel niveau vous nous auriez apporté, parce que vraiment c'était super génial. Merci infiniment. Merci à vous. Le jeune homme là-bas. Bonsoir, excusez-moi, je suis un peu en hypoglycémie, mais j'essaie de faire court. Je pense qu'il y a
certains thèmes que vous n'avez pas abordés, comme l'apologie de Socrate, qui est quelque chose de très puissant et marquant, qui mérite d'être visité, abordé et envisagé. Si vous me parlez de l'un des massacres, mais actuellement, il y a une des plus grandes guerres de ces 50 dernières années entre la Palestine et Israël, et le berceau de la civilisation, c'est-à-dire pour les religions monothéistes actuelles, se situe à Jérusalem. Donc, du coup, voilà, ces deux points que je viens d'aborder sont bien malheureux, liés. Monsieur, je vais avoir une réponse courte. Pardon de ne pas avoir parlé de tout. Non, mais je n'ai pas dit ça. Non, mais on ne peut pas parler de tout. Et moi, je parlerai de l'apologie de Socrate et de conflit palestinien. Non, mais peu importe, parce que je pourrais vous dire que je n'ai pas parlé aussi de la guerre en Ukraine, je n'ai pas parlé aussi des réfugiés, je n'ai pas parlé Là, aussi... ça date de la semaine dernière. Non, mais Le prof qui vient de se faire ce n'est pas... Voilà, il y a un prof qui s'est fait assassiner ce matin. C'est-à-dire que l'actualité, elle est permanente. Et donc, moi, j'essaie de faire une conférence qui est au-delà de l'actualité du jour ou de la semaine. Et néanmoins, monsieur, juste sur le second point, c'est-à-dire que sur ce conflit-là horrible israélo-palestinien, ce qui vient de se passer, je pense que tout ce que j'ai dit dans la conférence, si les gens vivaient de plus en plus dans des relations de justice, d'amour, de liberté intérieure et de joie, il n'y aurait plus de guerre. C'est ce que me dit c'est la réponse à tout. Il y avait qui la fille? C'est-à-dire que les gens, les pays sont les guerres viennent de l'ignorance Dans un pays aussi développé. Monsieur, les guerres viennent de l'ignorance, les guerres viennent de la haine, les guerres viennent de la peur. Et donc c'est tout ça, ce sont ces choses-là sur lesquelles il faut travailler. Et donc si on travaille pour la justice, si on travaille pour faire reculer l'ignorance, faire avancer la connaissance, pour qu'il y ait plus d'amour, de respect, c'est ces progrès de l'humanité qui fera reculer les guerres. Et donc là-dessus, évidemment qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'il faudrait résoudre, mais je crois que la philosophie, la réflexion, la connaissance, c'est nécessaire pour faire progresser l'humanité. Et je vais vous dire, on fait des ateliers de philosophie avec les enfants. Je suis persuadé que si dans toutes les écoles du monde, je dis bien toutes les écoles du monde, hein, aussi bien en Palestine, en Israël, partout, dans toutes les écoles du monde, on faisait de la philosophie avec les enfants dès l'école primaire, le monde changerait en une génération. Moi j'avais une question par rapport à l'équilibre que vous présentez entre l'amour, la liberté et la joie. Parce que vous avez parlé des enfants pour lesquels on est souvent émerveillé par leur émerveillement et leur joie. Et je voudrais savoir comment on peut concilier ça avec la liberté intérieure qui passe par la lucidité. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, je crois que l'émerveillement de l'enfant, il est naturel, il est spontané et qu'il faut retrouver cette spontanéité. Mais la force de l'adulte, c'est de développer sa raison. Et je n'opposerai pas les deux. Donc c'est pour ça que je pense que les confucéens et les taoïstes ont tous les deux raison. Il faut à la fois retrouver cette spontanéité, cette joie de l'enfant, mais il faut aussi développer sa raison et la vertu. Et que les deux ne sont pas du tout incompatibles. Et que ce qui va nous permettre, nous, adultes, de retrouver la joie de l'enfant, c'est aussi tout ce travail dont parle Spinoza et dont parlent les philosophes grecs, de connaissance de soi. Et tout ce travail de connaissance de soi qui va nous permettre d'être plus rationnel, d'être moins ignorant et d'être plus vertueux, c'est ce qui va nous permettre d'aller dans une joie plus profonde, qui va se construire, qui n'est plus simplement spontanée. Et je crois qu'il faut allier les deux. C'est redécouvrir les qualités d'innocence de l'enfant, tout en faisant ce long travail de connaissance de soi qui peut passer aussi par la psychanalyse, par plein de biais. Il n'y a pas que la philosophie qui permet la connaissance de soi. Et puis l'observation de notre vie, de nos expériences, de notre nature, à travers les réactions que nous avons dans la vie, etc. Donc tout ce travail-là, c'est ce qui va nous conduire à une joie profonde et durable, et c'est ça que nous pouvons faire en tant qu'adultes. Et là, nous allons retrouver, après un long travail, ce que vivent les enfants de manière spontanée.
Sauf que quand on n'est plus des enfants, il faut faire tout ce travail. Bonsoir, je voulais savoir ce que vous pensez du fait de faire le choix de croire en quelque chose purement parce que ça nous rend heureux ou content. Excusez-moi, j'ai été distrait. Qu'est-ce que vous pensez du fait de faire le choix de croire en quelque chose purement parce que ça nous rend heureux ou content? Je pense que d'orienter sa vie vers quelque chose qui nous rend heureux et qui en même temps s'inscrit dans la justice, c'est-à-dire dans le respect des autres, parce que c'est comme ça que j'ai conclu en disant la justice doit tout encadrer. Le respect d'autrui doit tout encadrer. Parce que si c'est pour un petit bonheur personnel qui n'apporte rien à la société, je pense que c'est très limité. Et c'est pour ça que dans le débat philo que je vous disais tout à l'heure, quand cet enfant a dit la vie bonne, le respect de l'autre, c'est essentiel, c'est plus important que le petit bonheur personnel. Après, il disait, par exemple, les gens riches qui ne partagent pas, ils ont raté leur vie. Les gens riches qui partagent et qui donnent beaucoup d'argent aux autres, ils ont réussi leur vie. Et donc, je crois qu'effectivement, la recherche du bonheur personnel doit s'accompagner de la recherche du bonheur collectif. Et au tout début de la conférence, j'ai dit ce que j'aime chez les Grecs, c'est qu'ils ne séparent pas l'individu du collectif. Et qu'ils recherchent l'épanouissement de l'individu en même temps dans l'harmonie avec le collectif. Donc pour moi, le combat, il est à la fois que chacun puisse trouver ce qui lui correspond le mieux, et c'est ça qui va apporter aussi notre pierre au collectif. Spinoza nous dit ce qu'il appelle, excusez-moi, parlez pas trop parce que j'entends pas du tout, je n'arrive même plus à m'entendre. Et donc Spinoza nous dit, l'utile propre, ce qui est utile à soi, pour me faire progresser, me mettre dans la joie, c'est ce qu'il y a de plus utile au commun, au collectif. Parce que si chaque individu est heureux, si chaque individu a trouvé son chemin, le collectif fonctionnera très bien. Alors que si les individus sont malheureux, sont en colère, etc., le collectif ne fonctionnera pas du tout. Et donc il n'y a pas d'opposition fondamentale quand, dans le sens spinoziste du terme, c'est-à-dire d'un bonheur éclairé par la raison, parce que la raison est universelle. Si notre bonheur est éclairé, construit par la raison, il ne s'opposera jamais au bien commun. Mieux, il contribuera au bien commun. C'est pour ça que des fois on me dit, regardez, il y a des guerres partout, vous n'avez pas le droit d'être heureux. Moi je réponds, mais en quoi votre malheur va aider le malheur des autres? En rien. Par contre, la joie est contagieuse. Et puis si vous êtes joyeux, vous êtes engagé. Pourquoi est-ce que moi je m'engage dans plein d'associations, plein de causes et tout? Parce que je suis heureux et que j'ai envie que les autres le soient. Et que j'ai envie de transmettre ça. C'est les deux dernières questions, parce qu'après il y a encore la séance de dédicace. Deux questions. Madame a le micro là-bas. Oui, ça va être très pragmatique. Je voulais savoir si vos ateliers philo, vous les faisiez dans le but d'une information et enfin d'une prévention autour d'enfants d'un public d'école normatif. Est-ce que vous avez envisagé, ou est-ce que vous le faites déjà, de faire des ateliers philo auprès des enfants vulnérables, par exemple de l'aide sociale à l'enfance, dont la joie est un petit peu ébranlée? Et si vous avez des expériences de ces ateliers philo qui ont peut-être une connotation thérapeutique, je suis preneuse. Alors effectivement, les ateliers philo peuvent être faits dans tous les publics. C'est à la fois dans les écoles, publiques et privées, à la fois dans des médiathèques. Il y a beaucoup d'ateliers philo qui sont faits dans la médiathèque de Saint-Pierre, par exemple, à la fois dans des lieux associatifs et notamment dans des lieux thérapeutiques. Moi, j'ai fait des ateliers philo dans des hôpitaux psychiatriques pour enfants. Et les éducateurs, par plein d'aspects, mais des fois, ils avaient une pensée d'une puissance incroyable. Et le pouvoir être reconnu dans la puissance de leur pensée, pour eux, ça leur donne confiance. Donc, on peut faire des ateliers philo avec des enfants qui ont des difficultés. Et puis, l'association Sève, elle est reconnue par l'éducation nationale et le ministère de la Ville, qui nous aident pour faire des ateliers philo dans les cités éducatives. Donc on est très présent dans les cités éducatives, dans tous les lieux où il y a des tensions sociales, pour essayer justement de faire réfléchir les enfants ensemble et de créer du collectif. Alors, petite information par rapport à Sève, donc cette association, il y a une formation qui va démarrer en novembre, et donc il va y avoir à l'île de la Réunion
on fait des formations dans toute la France. Et il y en a une qui va démarrer dans quelques semaines. Le 4 et le 5 novembre. 4 et 5 novembre, et il y aura 4 week-ends dans les 6 mois qui viennent pour apprendre à devenir animateur d'ateliers philo. C'est une super formation. Ce sont d'excellents universitaires qui forment. Et après, vous pourrez faire aller, soit si vous êtes enseignant, le faire avec vos propres élèves, soit si vous êtes enseignant, vous avez un peu de temps, vous avez envie de consacrer du temps à ça, vous pouvez le faire dans des écoles, dans des médiathèques, etc., si vous êtes appelé. Et donc, vraiment, si vous êtes intéressé, allez voir, il y a un stand SEB là, qui est juste à côté de la dédicace. À l'extérieur. Et là, vous avez, on a une vingtaine de bénévoles, qui sont presque tous des enseignants d'ailleurs, qui font un travail formidable et qui vont répondre à toutes vos questions sur comment devenir animateur SEB ou comment aider l'association. Si vous avez envie aussi de nous aider, on a vraiment besoin parce que c'est une association qui se développe très vite, mais c'est vrai qu'on travaille avec des bénévoles et que c'est bien d'avoir une aide qui nous permet notamment d'aller dans des lieux défavorisés où il n'y a aucun budget. Il y en a eu pendant les vacances de juillet, on a eu des fondations, on a eu des financements et on a été dans les cités éducatives, chez les apprentis d'Auteuil, dans les médiathèques, dans pas mal de collectivités. Il y a eu, je demandais à Julie, mais genre 105 ateliers pendant les vacances de juillet-août. Dernière question. Bonsoir. Bonsoir. La connaissance de soi était un des thèmes sous-jacents à votre exposé, et vous avez mentionné la philosophie et la psychanalyse. Je voulais savoir si, à votre connaissance, il y avait d'autres outils qui étaient valables. En fait, je crois que tout outil de connaissance de soi et d'introspection est valable. Alors, la philosophie, c'en est un. La psychanalyse, évidemment, mais aussi il y a plein de types de psychothérapie qui ne sont pas la psychanalyse, qui permettent de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Et notamment, il y a des thérapies qui impliquent plus le corps et les émotions, qui sont extrêmement utiles. Et puis, je dirais que la connaissance de soi passe aussi par le dialogue avec les autres, avec nos proches. Souvent, nos enfants sont d'excellents thérapeutes. Ils nous font progresser, ils nous font voir des choses qu'on n'a pas envie de voir. Je dirais que l'amitié peut nous aider à nous connaître. Des amis nous aident à mieux nous connaître. Toutes les rencontres humaines sont là pour nous apprendre à nous connaître. Parce qu'il y a souvent des jeux de miroir. À travers les autres, on voit quelque chose, ou on comprend quelque chose, souvent, qui est en nous, qu'on ne veut pas voir. Souvent, que quelqu'un vous exaspère, posez-vous la question, pourquoi il m'exaspère? Et une fois sur deux, c'est parce qu'il correspond, il a un défaut que vous avez en vous, que vous ne voulez pas voir. Celui-là, qu'est-ce qu'il est autoritaire? C'est insupportable. Et puis vos enfants vont dire, mais papa, toi, t'es hyper autoritaire. Donc vous voyez, toute la vie nous éduque. Toute la vie est un champ d'expérience pour nous aider à être plus conscients, plus lucides, et j'espère, pour le plus possible d'entre nous, plus joyeux. Et c'est à travers toutes ces expériences que nous grandissons. Pour moi, la vie, c'est une école. C'est un peu triste de dire ça comme ça, je dirais, j'en ferai pas un titre d'un livre, ça ne se vendrait pas du tout. Mais c'est une école. Je pense qu'on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que plus on progresse dans la connaissance, dans la compréhension, dans l'amour, dans la liberté, plus on est joyeux, et plus l'humanité pourra s'améliorer. Et il est temps de s'y mettre. Merci beaucoup.